Bonjour Quentin, Bonjour. comment vas-tu? Ça va pas mal. Je te remercie d'abord pour ton accueil au basement, Au casino. au casino, chez toi. Mhm. On s'est rencontrés il y a plus d'un an. Effectivement, à l'anniversaire de Vincent, Oui, peut-être. c'est sûr que c'est ça. On avait entendu parler l'un de l'autre quelques mois ou quelques semaines auparavant. Mhm. Et puis on s'est rencontrés à cette soirée où on est resté un assez long moment. Ah ouais, le temps de déballer 12 ans de vie, je pense. En tout Ouais. cas pour moi, parce que méfiez-vous de Benjamin, il fait parler les gens. Et suite à ça, on a décidé de monter un petit projet Mhm. musical et écriture. Mhm. Le conte du survivant. Le conte du survivant, que j'ai publié il y a quelques temps, Ouais. pour lequel je n'ai que des bons retours. C'était un magnifique projet. Et je me suis dit, j'avais déjà l'idée depuis un moment, mais comme tu es écrivain, je me suis dit, on va poser quelques questions à ce monsieur. Ouais. Moi, je me considère pas comme écrivain encore tant que j'aurais pas achevé mon but qui serait de publier. Tant que j'ai pas publié, c'est bête, mais aux yeux des autres, c'est comme si tu pouvais pas avoir ce qualificatif d'écrivain. Ok. J'attends cette étape-là, mais j'essaye. Ardemment. Et alors, qu'est-ce que je pourrais dire alors? Ah, apprenti sorcier. Ok, très bien. Allons-y avec ça. L'idée dans notre podcast, ça serait de parler de divers changements. Ouais. C'est le thème du podcast. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de voir un peu dans ton parcours de vie, quels ont été les changements, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, comment tu fais ça, Mhm. comment tu deviens apprenti sorcier. Mhm. Et donc, voilà, on pourrait commencer peut-être par te demander d'où tu viens. Oh. Pas loin de chez toi. Le Nord-Est représente en force. Mais j'ai grandi dans le Nord-Est, mais je sais pas si je m'identifie comme étant natif du Nord-Est, pour la simple raison que avant d'arriver et de vivre dans les Vosges, une grande partie de ma jeunesse, puis de ma vie en fait, on a grandi en Guadeloupe avec ma sœur. Puis mon frère est arrivé quand nous on avait 5 ans. Il est né quand on avait 5 ans en Guadeloupe. Et il avait 6 mois quand on est parti. Donc je suis arrivé... Mettons que c'est comme si j'étais arrivé en France à 6 ans. Ok. T'as des souvenirs de la Guadeloupe ou... J'ai des souvenirs comme on aurait des peintures ou des choses un peu comme des songes. C'est pas sûr que c'est de la fiction que c'est arrivé, mais il y a des choses pas mal précises comme des iguanes. Des trucs reliés à la faune et à la flore. Ok. Le volcan, la soufrière. La fois où je me suis fait caca dessus. C'est un souvenir vivace. Et aussi des choses et d'autres comme ça, mais oui, j'en ai. J'en ai, puis c'est comme si ça avait été rêvé pas mal, tu vois, peut-être à cause de la coupure. Mais en gros, l'atterrissage en France a été pas mal... pas désagréable, parce que quand t'as 6 ans, tu fais, you make do, tu t'adaptes. Mais assez perturbant dans le sens où les repères étaient chamboulés. Et j'ai un autre souvenir, un peu aussi comme un rêve, mais c'est le dernier de la suite. C'est vraiment quand on arrive, on a dû faire le voyage peut-être 2 nuits dans l'avion, je sais pas, j'ai aucun souvenir quand on est atterri et comment de Paris, on est allé jusque dans les Vosges. Mais au premier matin, on est avec ma sœur en pull en août, puis on regarde autour de nous, on capte rien, puis c'est immense et tout vert et plein de sapins, et là on vient de capter que c'est là que on nous a bombardé, tu vois, et qu'on va rester. Et il y a toujours eu donc du coup cette espèce de réimplantation, tu vois, dans un autre environnement qui est pour le coup la France, parce que la Guadeloupe étant française, c'est pas la France. Ok. Voilà. Donc c'était le Nord-Est. Et le début c'était plus ou moins simple, tu vois, mais il y a eu des petits passages rituels style, comment on appelle ça en français, du bullying, Harcèlement?
Mais pas harcèlement non plus, tu vois. Plus du bizutage, tu vois. Ça dure une fois puis c'est terminé. Mais le deuxième souvenir que j'ai super vif de la France, c'est partie de soccer, de football, avec, les gamins du coin. Qui eux se connaissent depuis toujours, puis qui ont genre 25 lignées de paternelle en arrière dans la tombe à la Bresse. Et je mange de la terre parce que genre j'ai encore une espèce d'accent bizarre. Il y a des vidéos cassettes lisibles sur magnétoscope qui l'attestent, genre je prononce pas les R. Trop bizarre, comme un créole. Ma sœur qui s'appelle Charlène, je l'appelle Shaolène. Alors que mes parents parlent français, français de France. Et donc voilà, donc je mange de la terre. Puis je pense que j'ai eu un petit bif avec la France et j'ai toujours su que je repartirais à un moment ou à un autre. Ok. Voilà, c'est resté. Et le nord-est, on a fait avec. Et justement, t'as fait avec de... Parce que là, tu disais, t'es arrivé à 5 ans, du coup, t'es resté jusqu'à quand? Comment ça s'est passé les, je sais pas, les premières années jusqu'à la, on va dire, préadolescence, adolescence? Bah, c'est comme beaucoup d'enfance là, je pense que c'est agité de très bons souvenirs, puis de mauvais souvenirs, puis de grandes plages d'ennui avec l'école, ou aussi avec le fait qu'on est dans un petit village. Euh, des moments désagréables tu sais, les souvenirs désagréables que quand tu dois te lever le matin, qu'il fait encore nuit, que t'as froid, que t'as pas envie de déjeuner, t'as pas envie d'aller à l'école, t'as envie de rien faire. Ça, plus les fêtes, d'autres choses très agréables comme mon environnement. J'étais entouré que de filles, mais c'était des filles qui jouaient à des jeux de garçons et des jeux de filles. Et particulièrement ma voisine avec qui on se voyait, c'est ça, rentrer à l'école, faire ses devoirs à l'arrache, puis pitcher son sac et aller dehors, jouer à la balançoire, faire du skate, faire du roller, faire du snowboard. On était dans une station à 15 minutes à peine en voiture d'une station de ski. Et puis on avait, tous les enfants du village avaient gratuit sur les forfaits de ski à la Bresse. Payé par la commune, bien gentiment, et donc imagine-toi des bandes de 10 enfants qui sont dans la même école, puis qui sont sur les pistes tout le mercredi, samedi, dimanche. Ça, c'est des souvenirs super agréables. Le skate, les lacs, c'est un petit village, mais pour les enfants, c'est des gros terrains de jeu, genre la forêt, euh, plein de trucs, des voyages avec mes parents. Et puis voilà. Mais sous-jacent quand même, quand on passe vers l'adolescence, commence à y avoir un petit, je sais pas, une petite sensation de malaise existentiel, difficile à résumer, comme ça, qui s'installe puis qui lâche pas, encore à l'heure d'aujourd'hui, mais qui se verbalise pas encore quand j'ai 13, 14 ans, 15 ans et tout. Mais Ok. ça commence à naître tranquillement. Puis ça, c'est quelque chose qui est justement relié à l'écriture, je pense. Et qui, avant de savoir que l'écriture, c'est la clé pour débloquer un peu tout ça, il a fallu attendre un petit moment quand même. Ouais. Du coup, ça se manifestait comment? Des pertes d'identité. Ok. J'avais vraiment l'impression de savoir tout à coup comme ça, comme une amnésie, sans avoir beaucoup de repères. C'est pas... T'es là, tu t'es retrouvé là, t'es dans le présent et tu ne sais pas quels sont les indicateurs, les panneaux qui t'ont mené là et du coup tu sais pas quels sont les prochains panneaux qui vont te mener à la prochaine étape, tu sais plus. C'est comme réaliser que t'es perdu en forêt d'un coup. Puis c'est très spécial comme sentiment. Puis ça revient ça fait des cycles, puis des fois ça revient en ondes plus ou moins brutales, mais à chaque fois c'est quand même riche d'enseignements à chaque fois quand ça sort, tu vois, quand ça se débloque. Voilà. Et je voulais juste ajouter dans les souvenirs d'enfance, il y a la bibliothèque de la Bresse, quand même. Et ça, c'est mon père qui m'a offert. Mon père a eu pas mal de contrôle sur nos choix de vie, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles filières sont importantes et tout. Mes deux parents sont dans l'éducation nationale, donc ils insistaient et aussi mes deux parents viennent de milieux ouvriers, leurs parents avant eux. Ils voulaient surtout pas, tu sais, après à eux-mêmes avoir évolué, ils voulaient surtout pas qu'on régresse. Donc, si on prenait pas, tu sais, mais ça c'est classique, si on prenait pas les filières généralistes et au mieux scientifiques, ben, on allait juste repartir à l'âge de pierre. Je sais pas ce qu'ils imaginaient, mais en tout cas, on n'avait pas trop le contrôle sur nos choix d'études. Mais par contre, il y a eu des belles pistes qui ont été
lancée, proposée par eux, et la bibliothèque, ça en faisait partie. Donc, mon père, c'est un grand lecteur, je l'accompagnais tout le temps à la bibliothèque. Ok. Et ouais. Est-ce que tu as des souvenirs un peu plus précis de la bibliothèque? Qu'est-ce que tu faisais à la bibliothèque? Bah, ça va devenir un peu X parce que c'est là que. Mais il y a eu plein de trucs, tu vois. Qu'est-ce qu'on faisait à la bibliothèque? Ben, alors soit il y avait pas de neige, donc vous pouvez pas aller faire du snowboard. Soit il faisait pas beau, donc on pouvait pas aller dehors. Donc la pluie égale bibliothèque. C'était une toute petite de village, tu vois, ça avait une odeur bien particulière. Puis il y avait ma tante Jo pour Georgette, qui était la bibliothécaire, ma grande tante. Et puis au fond, il y avait la section enfants, il y avait des gros coussins pour aller s'avachir, tu vois. Alors il y avait les Tom Tom et Nana, et il y avait des Tintins, il y avait énormément de BD. Puis avec ma sœur, on a fait tous les rayons. Donc en fait, c'était soit mon père, on passait vite fait pour aller chercher des trucs et les ramener chez nous, soit il nous confiait à Tante Jo, et puis on passait 3-4 heures là-bas. Puis là, genre, fallait se démerder parce qu'il y avait que les livres et c'est tout. Puis on n'avait pas le droit de sortir de la Bibli, genre enfermé dans les livres. Donc les premières lectures? Les chairs de poule. Ah oui. Tu sais, des trucs classiques d'enfants et tout. Mais je sais pas si ma sœur lâche un peu ou si... Ma sœur a juste 1 an de plus que moi, mais elle a été plus mature plus vite. Et qu'elle était moins... peut-être que elle était plus portée à pouvoir rester toute seule dans sa chambre à faire ses trucs ou avec ses copines. Mais moi, je continuais à accompagner et parfois juste à être seule dans la bibliothèque parce que voilà, c'est ça. Genre, j'étais gardé par la grande tante. Et donc, je vais un peu plus loin. Puis, je franchis les autres secteurs de la bibliothèque. Puis, c'est bizarre, tu vois, mais on peut parler de lecture précoce, il y en a qui disent ça, tu vois, genre des trucs que tu lis un peu avant tout le monde. C'est pas la marque d'une intelligence et tout, c'est juste que tu suis la piste, tu vois. T'as fini les rayons, donc. Ben, ouais, pas mal, tu vois, j'ai fait chier Tom Tom et Nana et tout, c'est un peu innocent. Ben, je sais pas que c'est innocent, mais comment dire? Ça manquait de piquant, tu vois. Puis moi, j'aimais bien, tu vois, dans notre quartier et tout, avec les voisines, on aimait bien faire des conneries, tu vois. On aimait bien l'appel de hors la loi, j'allais dire, tu vois. Des petits trucs, des conneries, tu vois. Et il n'y avait pas cette adrénaline-là dans les rayons pour enfants. Mais en gros, je commence à attraper des livres comme genre Tom Clancy, je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. C'est des bouquins d'espionnage et je sais plus comment le mec fait ses recherches, mais les documentations sur la CIA, elles sont hyper précises avec des enjeux géopolitiques de malade mental. Et moi, je lis ça vers 11 ans. Je capte un tiers, tu vois, mais il y a quand même de l'action, tu vois. Je me rappelle de scènes super claires, tu vois. La première scène, c'est braquage d'un fourgon et il y a eu comme une bévue du côté des braqueurs, c'est-à-dire que le mec sous adrénaline, il veut juste assommer un des mecs qui conduit le fourgon, mais en fait il lui écrase la tempe avec son cap d'acier, ses chaussures à bout raide, et il le tue sur le coup, tu vois. Ça, c'est une image claire que j'ai, des trucs comme ça. Et je tombe sur un autre bouquin, et alors là, c'est la découverte de la sexualité dans la littérature. Puis ça, c'était un boom gigantesque. Puis ça se passe genre en 19e siècle avec, tu sais, les compagnons du devoir. Mm-hmm. Ça parle du menuisier beau de sa ville, Lille, je pense, qui défile. Puis il veut une fille en particulier, une femme. Puis cette femme-là le désire. Sauf qu'il y a le concurrent de la guilde des bouchers, tu vois, avec qui il se fight, puis il lui détruit sa gueule, tu vois, et au point qu'il reste à l'hôpital tellement longtemps que c'était peut-être assez macho, parce que finalement il défonce le gars puis il a la femme, tu vois, genre on est un peu genre Cro-Magnon. Mais il y avait des scènes de sexe dans ce livre-là, puis elles étaient bien salé, tu vois, genre c'était bien raconté et tout, il y avait les odeurs, il y avait le machin, puis moi je comprenais pas, je savais pas, tu vois, parce que j'avais pas expérimenté, mais ça commençait à aller vers cet éveil là. Donc j'ai vu que un bouquin, ça pouvait être bandant, puis que ça pouvait, mais dans plein de sens du terme, tu vois, ça pouvait être piquant, ça pouvait être non seulement c'était des portes vers des bulles tranquilles,
de tranquillité et tout. Et aussi des choses qui pouvaient juste te magnétiser, tu vois. Puis j'aimais ça. Ok. Ouais. J'ai retrouvé plus tard dans le cinéma, par exemple. Qui est le deuxième truc que j'aime le plus, je pense, dans les arts, si tu dois classer. On va y revenir alors. Là, on est à quelle époque? Pré-ado? Ouais, adolescence. Ça poursuit comme ça vers 12, 13, 14. Puis, je sais pas trop ce qui se passe à cette période-là, mais j'abandonne complètement l'école. Genre, j'abandonne. J'aime plus ça et je fais plus aucun effort. Mais j'en avais jamais fait, mais ça passait. Puis là, ça passe plus. Et surtout, y a une sorte d'effet de groupe dans mon village où on est pas mal des petits trous du cul. Mais franchement, puis à l'école, ça se voit et ça fait que... c'est ça, genre le niveau, il drop, et ça tombe vers la moyenne, tu vois. Une sorte de niveau moyen. C'est pas grave en soi, tu vois, mais ça s'accompagne d'une pression qui est mise par les parents. Et il y a 2 endroits seulement où ça va. C'est l'anglais et le français. Parce que voilà, on nous demande de lire les livres, puis je les lis, tu vois. On les lit... Attends, c'était quoi? C'était au début du lycée, par contre, genre. Là, c'est un changement de décor, parce que je quitte mon petit village et mon collège de 150 élèves, puis je vais au lycée, 1000 élèves, plus loin, etc., à l'internat. Mais j'ai le souvenir qu'on élit le prix Goncourt des lycéens. Puis là, je tombe sur Laurent Godet, qui est, je pense que j'ai comme lu à partir de là, je l'ai lu régulièrement à différentes étapes de ma vie. Ça rejoint les grandes tragédies grecques, mais en tourné d'une autre manière, tu vois, avec une langue qui est plus moderne. Mais c'est génial, tu vois, c'est génial. C'est des environnements qui sont géniaux. Et j'aime bien parce qu'il parle souvent je sais pas pourquoi j'ai une attirance pour les roches, les environnements secs, les cactus, les déserts. Puis il y a un roman par exemple qu'il a écrit qui s'appelle Le Soleil d'Escorta. Puis c'est dans les Pouilles en Italie. Et la première scène c'est un viol. Mais avant que ça se passe, il raconte un mec qui est genre écrasé de chaleur dans les Pouilles, qui remonte avec son âne, genre tout pas à pas comme ça. C'est super long sur la route, il y a des rocailles, nanana, c'est sec, t'entends les grillons. Et il va taper à la porte de ces villages là qui sont, c'est dans le sud, c'est toujours pareil, la Méditerranée, ils sont bâtis en rond autour de la fontaine avec des grosses portes, puis il y a personne à midi parce qu'il fait trop chaud. Et c'est la femme qui est convoitée depuis longtemps qui va et que est-ce que c'est un viol ou alors est-ce que c'est trouble en gros. Et puis l'histoire part de là. Donc bref, ça c'est Laurent Godet. Et j'avais juste une question, la partie on va dire un peu cancre de l'époque. Tu continuais les lectures à ce moment-là aussi? Ouais, à fond. Ouais. Ça a jamais lâché en fait. Si, il y a eu un moment où ça a lâché parce que j'avais plus d'accès à ma chambre. Bizarrement. Justement, à cette époque où on élit le prix Goncourt des lycéens, j'ai 15 ans, l'année de mes... Ouais, c'est ça, la seconde au lycée. Et je suis à l'internat. Donc, toute la journée, je suis au lycée. J'ai pas le temps ni l'envie de lire. Et après, on revient à l'internat. Puis là, il y a le côté cancre fait qu'il y a énormément d'autres choses à faire, tu vois, en termes de bordel, que de lire. Mais quand même, je lis justement, pour le prix Goncourt des lycéens, c'était 8 livres à lire au long de l'année. Puis moi, je les ai lus en 2 mois. Donc, si on me tendait des bouquins, je les prenais, mais j'avais pu les chercher de moi-même. Quoique, je suis en train de me dire, j'allais quand même à la Bibli pour aller chercher des BD de science-fiction que j'ai commencé à découvrir. Et la science-fiction est un genre qui m'intéresse beaucoup. Ça se retrouve un peu dans le projet qu'on a fait, dans le conte du survivant, parce que... basiquement, ça prend lieu dans le futur. Mais voilà. Et puis toujours ce petit truc un peu lancinant, étrange et bizarre que j'arrive pas à capter, qui est de l'ordre du vide intérieur, qui revient, je pense, tu sais, j'y reviens parce que c'est quand même assez fondamental, ça c'est lié sûrement le fait de vouloir lire, d'avoir besoin de cette bulle-là, d'avoir une espèce d'espace de liberté et de sécurité où j'arrête le monde. Et qui vient de la lecture puis qui viendra plus tard avec l'écriture.
Et puis voilà. À mes 15 ans, j'écris la première chose qui, je pense, a été écrite spontanément de moi-même pour une raison précise et qui vraiment est sortie des tripes. C'était que, à ce moment-là, j'avais des boutons, genre, sur toutes les 2 joues. Genre, mais tu sais, les acnés sévères, là, ça couvrait les 2 joues. C'était terrible, tu vois, pour un jeune. Et ça a pris longtemps avant que j'ai des sortes de médicaments appropriés puis que ça disparaisse. Mais ça a vraiment... je pense que je faisais 2 fois plus le cancre pour compenser en popularité ce qu'on m'enlevait en me traitant de calculatrice et tout, parce que je voulais pas être une victime non plus, tu vois. Ok. Et puis donc, je suis à table, et mon petit frère qui a 6 ans de moins que moi, tu sais, qui est innocent, tu vois, il me dit, mais Quentin, c'est terrible, tes boutons là sur tes joues, t'en as partout, c'est moche, c'est tout rouge. Puis ma sœur qui rajoute une couche, il fait, ah, au lycée on appelle ça des poissons panés. On appelle ça des poissons panés, tu vois. Genre, tu sais, t'as la panure comme ça, mais c'est vrai que ça donnait ça, tu vois, c'était vraiment laid. Et là, genre, j'explose et je rentre dans ma chambre et je pleure. Et puis je prends un bout de papier puis j'écris juste cette phrase-là. J'ai des boutons partout et ça me rend triste. C'est tout. Mais c'est vraiment une chose que j'ai écrite. Et qui est sortie spontanément. Ouais, comme ça, de l'exutoire. Et après, je suis allé brûler le bout de papier dans la cheminée de chez mes parents. Puis voilà, ça, c'est un des premiers écrits que je peux retracer. C'est super simple, mais c'est comme l'intention et la charge émotionnelle qu'il y a derrière qui est importante. Voilà. Puis c'est ça. Le temps passe et je commence à pouvoir verbaliser les pertes d'identité. Je commence à pouvoir le dire, tu vois. Et donc ça se précise un peu, tu vois. Mais c'est vraiment des grands va-et-vient dans ma vie. C'est comme genre, je l'ignore complètement, mais il y a des périodes où c'est là, mais je lis mal les messages. Et donc j'agis d'une certaine manière. Puis tout à coup, j'arrête d'agir de cette manière, puis je comprends que ça venait de... je sais pas, de ce petit trouble, tu vois. Et puis, appelons-le le petit trouble. Appelons-le le petit trouble. Et puis un jour, je m'ouvre à ma mère, puis je lui dis, puis ma mère est d'aucun... J'ai 17-18 ans. Là. Elle est d'aucun secours parce qu'elle fond en larmes, puis elle me dit, ça me rappelle ma grande sœur. Sa grande sœur était maniaco-dépressive, puis elle fuguait super tôt. C'est avant sa majorité, elle fuguait à Paris, puis elle disparaissait pendant des mois. Je ne sais pas ce qu'elle faisait. Puis elle réapparaissait, genre, fatiguée, maigre, affamée, tu vois. Mais entre les Vosges et Paris, il y a quand même... À l'époque, il n'y a pas d'autoroute, donc pour y aller, c'est un bon 7 heures de voiture, j'imagine. Donc, faut y aller, tu vois. Ouais. Mais on sait qu'elle est à Paris. Puis, elle a fait ça un peu pendant un certain temps. Jamais eu une vie stable ni régulière. Puis, un jour, ma mère... ça, c'est une histoire de ouf. Ma mère, elle veut la trouver, absolument. Puis elle a sa première voiture. Puis elle décide de monter à Paris. À Paris, c'est gigantesque. Elle arrive dans je ne sais quel arrondissement. Elle tourne à un stop. Paf, elle tombe sur sa sœur. Mais non. Ouais. Donc elle a trouvé, tu vois. Elle voulait la trouver, elle l'a trouvée. Puis un jour, donc elle s'appelait Véronique. Elle était maniaco-dépressive. Et elle est décédée. Elle s'est fait renverser par une voiture alors qu'elle était enceinte. Et c'était avant que je naisse. Donc ça, c'est... un des fantômes qu'il y a au-dessus dans ma famille. Il y a beaucoup, dans la lignée de mon père, du côté de mon père comme ma mère, il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui sont décédés. Donc il y a que, et c'est des gens que j'ai jamais connus. C'était même avant la naissance de ma sœur, avant la mienne, avant la naissance de beaucoup de mes cousins. Donc assez jeune finalement. Et puis c'est ça. Donc je lui rappelle en fait sa sœur maniaco-dépressive. Et il y a eu je sais pas, il y a eu toujours une espèce de charge contre les artistes menée par la société, selon moi, tu vois, surtout à partir du moment 19e siècle, au moment où t'as l'ordre bourgeois qui est bien en place et qui prône un mode de vie autour de la morale et qui pointe du doigt les comportements des artistes, tu vois, qui s'arrivent pas à comprendre et qui cherchent pas à comprendre finalement. Puis ça donne les types littéraires les plus intéressants selon moi, et c'est Rimbaud, Baudelaire et tout. Et ce que me renvoie ma mère, tu vois, c'est la figure que je comprends mal, tu vois, à 17 ans, c'est un peu la figure du fou, un peu du névrosé. Mais chez les névrosés, il y a plein d'artistes, ou il y a plein d'artistes chez les névrosés, tu vois.
Donc, je sais pas pourquoi, mais quelque part, peut-être que ça vient, c'est comme, ah, ok, tu sais pas c'est quoi ta place, t'as des pertes d'identité, et ben, elle est peut-être là, tu vois, ta place. C'est peut-être ça. Tu serais Une sorte de repère, en fait, que tu... T'as un repère par la marge, tu vois. Mhm. Ça, c'est les marginaux, finalement, tu vois. C'est le premier repère, mais ça se fait c'est du négatif qui devient positif. Quelque chose comme ça, tu vois. Puis ça me place, ça commence à me placer. Mais à ce moment-là, je suis encore beaucoup sous l'influence de mes parents, l'influence de l'école, et pas encore bien bâti et clair, tu vois. Mais il y a des choses qui viennent et qui commencent à pousser dans ce sens-là. Puis c'est un tout, tu vois, c'est un système de valeurs parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que fou, névrosé, artiste. Il y a aussi dans mon lycée, il y a plein de punk. C'est vraiment un des endroits dans les Vosges qui était traditionnellement punk à un moment et qui l'est resté, et surtout ce lycée-là. Et à l'internat, il y a beaucoup de punk autour de moi, puis genre, je commence à voir les contre-cultures, les esprits alternatifs, tout ça, sachant que moi étant cancre, ben, le parents égale lycée, égale état, égale morale, égale loi, tu vois, et tout ça c'est chiant, tu vois. Mais après, je parle sans, je suis pas en une sorte dans un schéma de délinquance juvénile, tu vois, mais je suis quand même tout le temps collé, tu vois. Je suis quand même tout le temps en colle. C'est assez systématique. Au point que mon père, qui est devenu proviseur entre-temps, d'un lycée, contacte sa collègue, c'est-à-dire la proviseure de mon lycée, lui dit, écoute, j'en ai marre de la merde qu'il fait à l'internat, etc. Ses notes sont en chute libre, convoque-le dans ton bureau et passe-lui un sale savon, tu vois. Donc, du jour au lendemain, je suis convoqué, ça se fait jamais, tu vois. Si tu fais de la merde, t'es référé à la CPE, pas à la proviseure directe d'un lycée de 1500 habitants, 1500 élèves. Là, d'autres choses à faire, tu vois. À part pour les cas les plus extrêmes, les plus graves, tu vois. Donc, je comprends pas pourquoi, mais là, je soupçonne qu'il y a une ficelle derrière, tu vois. Et, et là, je me fais passer un méga savon. Et j'ai la haine. Et parallèlement, dans le même temps, parce que c'est pas dans toute phase négative, il y a du bon qui en ressort. Parallèlement, au même moment, ça fait 4 ans que je fais de la natation. Et j'avais voulu rentrer en sport-études. Et un sport-études, c'était peut-être quelque chose qui pourrait me canaliser, finalement, par le sport. Comme, genre, les individus réfractaires dans la société, on les envoyait à l'armée avant, pour les redresser, tu vois. Bah, il fallait peut-être, genre, ce cadre-là, finalement, assez rigide, mais je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, ça l'a été. À ce moment-là, il y a le coach d'Épinal qui me propose de rentrer dans son club parce que je fais des bons résultats, mes résultats s'améliorent. Je continue, je nage, je suis à l'internat, puis je nage au club de la ville. Il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que la natation, ça faisait 4 ans que t'en faisais. Ouais. Tant tu le cites que maintenant, c'est que tu le faisais à côté, aussi mais aussi parce que les parents en fait demandaient ça, sport, ouais, lecture, mais études. parce que à partir du moment où le coach propose, ça devient sérieux. Avant, c'était 2 entraînements par semaine, c'était de l'accompagnement, tu vois, c'était une activité. Mais à partir du moment où tu rentres en sport-études, tu nages 5 fois par semaine, voire 6. Tu fais 2 entraînements de muscu par semaine, tu fais en moyenne 4 à 5 km de natation par jour. Enfin, genre, c'est plus le même truc, tu vois. Et il y a une bascule qui s'opère à ce moment-là, dans ma scolarité, puis dans mon rapport à beaucoup de choses. Je m'explique, c'est... Donc, le coach d'Épinal appelle pour faire sa proposition. Et magnifique, tu vois, le lycée de mon père, c'est le lycée de il est dans la même ville que ce club-là. Donc, il dit, bah, parfait, tu vas être dans mon lycée, tu vas être à l'appartement de fonction qu'on occupe. Il y a déjà mon frère et ma mère qui sont là toute la semaine. Et le week-end, on rentre tous à la Bresse. Tu vas être avec moi, tu vas être en sport-études, tu iras nager à Épinal, c'est ce que tu avais voulu. Puis, tu vas rentrer dans le chemin. Et effectivement, pouf, je suis devenu genre premier de ma classe. J'étais trop fatigué c'était drôle, on était toute une classe de sport-études. À 8h, c'était le calme plat et la concentration parce que tout le monde avait eu un entraînement la veille. Donc, il y avait des footballeurs, volleyeurs, tout un tas de trucs, nageurs.
Et puis vers 16h, ça commençait vraiment à devenir... Genre, l'énergie était reprise au fur et à mesure de la journée. Ça commençait à devenir hyper vibrant. Mais c'était l'heure où on allait tous à nos entraînements respectifs. Donc la natation calme le truc. Puis il n'y a pas l'internat le soir pour proposer 1001 activités. Mec, c'était... Pour donner une idée, tu vois. Vas-y. Juste une idée de la plus belle... Putain, la plus belle... réussite de chaos de notre internat. Il y avait des usines abandonnées partout autour de l'internat, à Remiremont, tu vois, genre les Vosges, la ceinture de la Rouille. Là, voilà. Donc on cherchait les usines où on pourrait aller faire un tour et tout. On était les pionniers de l'urbex, finalement. Et on en a trouvé une, mec, gigantesque, avec des rampes d'escalier partout, des ascenseurs, comme une base que tu construisais en Lego quand t'étais jeune, tu vois, le rêve. Et au centre, il y avait une pièce et il y avait genre 15 extincteurs là-dedans. Beau terrain de jeu. Mon Dieu, tout le monde se saisit d'un extincteur, tout le monde se course, ça finit en neige carbonique, la neige carbonique partout dans la gueule de tout le monde, n'importe quoi. Et juste avant de partir, parce qu'il fallait toujours qu'on rentre vers 6h30, juste avant de partir, on tombe sur une salle remplie de pots de vaseline. Des pots de vaseline, écoute. Genre, on rentre à l'internat, genre tout joyeux, complètement excité par le truc, puis on est plein de neige carbonique, donc avant d'aller souper, avant d'aller à la cantine du soir, on va tous prendre une douche. Et qui c'est qui a l'idée d'aller chercher un pot de vaseline pour en faire une boule et aller l'éclater par-dessus la douche sur son ami? Bah c'est moi, tu vois. Et là, fallait pas faire ça, tout le monde avait un pot de vaseline, tout le monde est allé chercher le sien et c'est parti en bataille de vaseline, mais gigantesque, tu vois, à genre 8-9 gars, 9 adolescents en rude complètement. Et la vaseline c'est gras. Ouais. Mec, les sanitaires, la salle de bain, c'était monstrueux, tu vois. Donc on était en retard. Parce qu'on essayait de frotter la vaseline, ça faisait juste étaler du gras, c'était terrible. Sur tous les miroirs, on voyait plus notre reflet, c'était gras. Puis des grands miroirs, juste tu vois, traces de salle de bain d'internat. Ouais. Et puis le surveillant arrive. Puis là, c'est la déchéance, tu vois. On a pris, je sais plus, on s'est pris 6 semaines de travaux d'intérêt généraux. Tous les mercredis, on devait aller ramasser les mégots, nettoyer les salles de classe et tout. On s'est fait détruire, tu vois. Mais on a failli se faire virer de l'internat. Voilà, ça c'était le plus beau, plus bel achèvement de ma carrière d'internet, j'allais dire. D'internet. Voilà. Donc c'est ça. Donc là on arrive vers 18. Là on se retrouve sur donc retour à Épinal, le sport. Ouais. On retrouve les bonnes notes. Toujours la lecture. Bonnes notes, toujours. Ben non, encore pas. Parce que l'internat me bloquait ça, mais maintenant c'est la natation. Parce que c'est tous les soirs, puis le week-end c'est compétition, fait que je l'ai pas. Mais pour faire en accéléré, pour revenir à l'écriture et tout, à 21 ans, j'arrête le sport-études et je commence l'université de droit. Ça c'est encore une marque de l'influence de mon père sur les choix de vie. Je savais pas quoi faire, puis il poussait dans des directions, tu vois. Mais finalement, ce qui aurait été logique pour une personne comme moi, c'était bac L, puis aller dans n'importe quelle filière en rapport, tu vois, avec la littérature. Mais non, donc je vais en droit. Et ils le sentaient pas, ça, tes parents, que t'avais un attrait pour ça Non, en plus j'étais vachement mais tu connais les adolescents, t'aimes bien ça, t'aimes pas ça, tu sais, genre ça donne pas son avis parce que finalement ça sait pas, tu vois, tu sais pas. Mais à la fac de droit ben, quand le sport-études s'arrête, je vois que c'est comme les sportifs qui s'arrêtent, tu vois, il y a eu que ça pendant une période. Puis là, il y a un trou et tu sais pas avec quoi le combler au début. Surtout que j'avais une copine à l'époque, puis vers mes 21 ans, ça se termine. Puis j'étais finalement, j'avais fini par traîner avec ses amis et j'avais peu à peu lâché les miens. Voilà, j'avais plus vraiment des amis, enfin des amitiés distendues et plus de sport. Et il y a un truc qui me manque, vraiment. Et là... C'est ça, je reviens à un vieux réflexe, c'est comme genre je recherche des livres. Et là, il y a la médiathèque d'Épinal qui est plus la bibliothèque de la Bresse, ni même genre la bibliothèque de mon lycée, ni rien, c'est un gros truc avec beaucoup de choix. Et il y a aussi une sorte de changement qui s'est opéré, c'est comme mon rapport à la connaissance, tu vois. C'est quand je suis devenu un peu plus studieux, j'ai vu
que connaître, ça pouvait vraiment m'aider. Ça pouvait vraiment, vraiment m'aider. Et ça a nourri une curiosité qui attendait juste, je sais pas, de s'enflammer un peu plus ou de se faire confiance. Donc à la médiathèque d'Épinal, je commence à aller, tu sais, je sors vraiment des romans et tout, puis je vais chercher même de la philo ou des choses comme ça, ou des films d'auteur, parce que là, ça commence les films beaucoup, en DVD. Puis je vois des Lars von Trier, Wong Kar-wai et tout, je commence vraiment à beaucoup aimer. Puis je remplis ça. À ce moment-là, je rencontre enfin une bande d'amis, parce que dans les Vosges, c'était comme... C'est des gens des Vosges, de Gérardmer, de la ville juste à côté de la Bresse. Et les gens de la Bresse, c'était des gens avec qui j'étais là, mais pas par choix. Mais eux, c'est vraiment une bande d'amis dans laquelle je me suis retrouvé avec tous les intérêts qu'on avait en commun. C'est là que je fais la connaissance de mon meilleur ami, Malou. Et quand je vais le voir à Nancy, là où il étudie, je regarde sa bibliothèque, puis c'est la même chose que ce que j'ai lu ou acheté genre dans les 6 derniers mois. Et genre ça crée des liens exceptionnels. Avec ses nouveaux amis, je découvre les drogues vers 21 ans. Et puis, c'était très sage, très bien ordonné, et c'était vraiment bon élève, tu vois. On éteint les portables, on est en petit groupe de 5, on ferme la porte à clé, on se met une playlist et on teste. Champignons, ok. LSD, ok. Les drogues chimiques, non, il n'y a pas à ce moment-là, c'est vraiment les psychédéliques. Et c'est au lendemain de ma première prise de champignons, ça c'était en été, et grâce à la natation, je pouvais travailler comme surveillant de piscine. Donc j'avais mon petit job de surveillant de piscine. Je prends des champignons à Gérardmer avec mes amis. Je dors à peine. Puis je prends ma petite voiture et je vais à la piscine. Et là, je suis en avance. Je sais même pas pourquoi je suis en avance, alors que je m'étais couché tard et tout. Je suis en avance et je regarde l'eau. J'entre en contemplation, puis là, j'ai mon premier vers de poème spontané qui sort, tu vois. Pas un devoir d'école, rien, pas un truc demandé. Un premier vers. Et et je me rappelle encore, c'est le premier son du gong, c'est la fin du songe. Et après, j'ai oublié, par contre. C'est le premier vers, je me rappelle. Et le mot songe, il va ressortir à ce moment-là, genre dans une poésie sur 2 que je fais encore à l'heure actuelle, il ressort tout le temps, les songes. Je sais pas pourquoi. C'est un mot repère, tu vois, qui ouvre dit aussi une porte. au début du podcast. Ouais, les rêves, la Guadeloupe, tout ça. Mais je vais beaucoup chercher dans ces zones-là, tu vois. La zone de l'enfance et de ces moments-là où tu sais pas si tu les as rêvés, où ils se sont passés, et qui donnent une couleur à un événement vraiment particulier, puis une beauté, finalement. Qui serait de l'ordre du songe. C'est plus que c'est pas des rêves, puis c'est pas du vécu, c'est des songes. C'est vraiment entre les deux. Je reviens sur un truc, tu disais que tu découvres à Médiathèque d'Épinal que la connaissance aide. La connaissance t'aide, mais ça t'aide à quoi? Peut-être qu'il y a eu longtemps... tu sais, souvent, il y a des délinquants ou des fouteurs de merde, mettons. Ils actent comme des délinquants, ils agissent comme des délinquants parce que il y a une sorte de fouillis dans la tête, et la seule manière de l'exprimer au bout d'un moment, c'est de casser, de faire quelque chose de destructeur. Et pour arrêter de détruire, finalement, la connaissance, c'était une aide, parce que ça structure ta tête. Et si une situation commence à t'échapper, bah c'est peut-être tes pensées, si elles se mettent bien l'une à la suite de l'autre, qui vont te permettre d'agir et de contourner le problème, finalement, tu vois. Plutôt que rester posé sur le problème et de te buter la tête dessus et finalement de détruire quelque chose et de te détruire toi avec. Il y a quand même eu longtemps une espèce de colère, et ma chambre d'enfant, elle en témoigne, parce qu'il y avait des trous de coups de poing, des clenches cassées, des portes éclatées, etc. partout. Je faisais du judo, mais ma mère m'a enlevé du judo parce que je me battais dans la cour de récréation. Je tapais mon petit frère, beaucoup. Puis vers 15 ans, c'est là que j'ai commencé la natation. C'était plus doux, c'était de l'eau, c'était pas un sport de combat. Et aussi, elle m'a fait voir
un mec qui est un peu une légende chez nous. Il est aveugle et il est micro-kinésithérapeute. Genre, il touche le dos et il dit « Ah, ton grand-père est mort en 2002, tu vois. » Et genre, c'est exact. Et je sais pas, il a remis un truc off. Et puis, donc voilà, il y avait de la colère. Le sport aidait à la contenir. Des choses aidaient à la contenir. Et la connaissance est devenue une corde dans l'arc, tu vois. Okay. Voilà. Ce qui a amené à la philo bien plus tard, tu vois. Voilà, au fait que je reprenne des études en philo. C'était pour ça. C'était vraiment pour le solidifier, tu vois. Genre vraiment, ok, genre ça c'est une de tes cordes et tout. Tu sais pas quoi faire dans ta vie. Si tu peux tirer ton épingle du jeu et arrêter d'être perdu, ben pas définitivement, mais je fais beaucoup d'actes. Je franchis beaucoup d'étapes importantes en prenant des décisions d'arrêter de me sentir perdu. Mm-hmm. Je pense que ça motive. C'est un de mes moteurs. Là, dans l'histoire, t'as dit qu'il y avait quand même pas mal de choix qui étaient imposés. Ouais. Ou choisis à ta place, on va dire, dans le sens où tu savais pas forcément où aller, où c'était brouillon, et il y a les parents derrière. Et puis là, tu disais que t'arrives à université, puisque fac de droit. Ouais. Donc là, tu commences justement à rencontrer ton groupe d'amis. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont plus choisies. Exact. Par toi. C'est exact. Et ça va donner lieu à une suite. C'est le début d'une suite de choix personnels, genre intègre en mon âme et conscience que je vais faire. Il y a un froid qui s'installe avec mon père dont je parlerai pas ici, mais il y a une distance comme ça qui vient et qui est irréductible, tu vois, à cause d'actes que lui fait. Moi, en miroir, j'agis en m'éloignant et je me consolide dans mes choix. Peut-être que certains choix, je les ai faits justement pour l'emmerder finalement, mais il y en a aussi, ça me motive à me trouver moi et tout, parce que je me rends compte que finalement, mes parents ont beau diriger et penser que le cadre qu'ils proposent est le bon, je vois bien qu'en fait, ils me mettent dans l'erreur, tu vois. La fac de droit, ça m'a pris 3 ans pour me rendre compte. Je suis allé quand même jusqu'à la 3e année de licence, que j'ai redoublé. Puis là, j'ai mon groupe d'amis. Je me constitue en tant qu'individu, plus j'ai mon meilleur ami avec qui j'ai tellement d'échanges. On grandit à deux, beaucoup. Lui aussi est une personne très perdue, qui fait des choix pour se déperdre, se réorienter. Et puis, au bout d'un moment, genre, fuck off, tu vois, genre, j'en vois tout promener. En fait, c'est à cette 3e année de licence que je redouble. Ça, c'est vraiment le signe que j'arrive à bout de ma patience avec Quentin, enfant qui obéit. Et entre cette année-là puis l'année redoublée, je fais une première saison dans le sud de la France en tant que sauveteur en mer. Paradis, mec. Paradis. On était comme 15... Mais là, du coup, l'effet cancre, il revient, tu vois. Mais non, parce qu'il y a aussi la discipline des sapeurs-pompiers. Parce que c'était aussi pris en charge la surveillance des plages vers Narbonne par les sapeurs-pompiers de l'Aude. Des sacrés cassos, entre parenthèses, tu vois, avec une discipline tellement, des fois, de l'armée, stupide, faite à base d'humiliation et d'oppression. Mais quand même, on est 15 à 20 jeunes, logés en camping à 2 pas de la plage, juste derrière le front de mer. On a à notre disposition des jet skis, des Zodiac, des quads. On fait du sauvetage tous les jours. Ça, c'est un nouveau truc que j'ai découvert qui était vraiment génial, que j'ai pas perdu depuis. Genre, ils te le font rentrer dans le corps, genre les trucs de sauvetage, pour que ce soit des réflexes totaux, tu vois. Et donc, je la fais courte aussi là, mais c'était une petite parenthèse enchantée. Et après, je reviens à Nancy où je faisais mes études. J'essayais de terminer mes études avec l'année redoublée. Mon père continue vraiment à dissoudre le tissu familial et à faire du mal à l'ensemble de nous. Et donc, moi, arrivé vers mai de cette dernière année à la fac de droit, je prends mon courage à 2 mains, puis je dis ok, ça marche pas, j'y arrive pas, j'arrête l'université. Et puis, je pense que vu que j'ai fait une première saison, je vais en faire une deuxième, puis on verra comme ça. Puis j'en ferai en hiver, puis on verra comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai une autre copine, et alors j'ai arrêté la fac plus tôt, puis je suis en vacances avant tout le monde, puis je gère un peu, mais c'est super agréable, tu vois. J'ai mes bouquins,
Là, je commence vraiment... C'était ça, genre 3e année de licence, plus l'année redoublée, j'allais plus en cours. Mais genre, c'est la plus grosse... comment on pourrait dire, la foire à la lecture, tu vois. Genre là, j'y vais à fond. Je découvre Jim Morrison, les Doors. Je lis les poèmes de Jim Morrison. Je découvre Bukowski. Beaucoup de choses qui sont toujours un peu... ça va toujours vers le scandale. Ça va toujours vers des choses qui sont hors la loi. C'est toujours un monde qui m'a attiré quand même. Sans jamais que je me pose en bad boy ou un truc comme ça. C'est pas ça, tu vois. Mais c'est intéressant dans la mise en scène, je trouve. Et qu'est-ce qui est intéressant justement là-dedans? Ben, alors, il y a un auteur que je finis par découvrir, mais je sais plus c'est exactement quand, mais c'est dans ces zones-là je pense que c'est celui qui m'aura le plus troublé et percuté. Il s'appelle Georges Bataille. Et lui, il a écrit un premier roman qui s'appelait L'Histoire de l'œil. Tu connais? Ouais. C'est vraiment quelque chose. Et il a toute une théorie finalement, parce que non seulement c'est un écrivain de génie selon moi, mais c'est aussi un intellectuel solide. Et donc il théorise ce qu'il fait, il théorise sa pratique littéraire. Et il dit que il a écrit un livre qui s'appelle La part du mal, je crois. Et dans La part du mal, il dit que les écrivains sont toujours du côté du mal parce qu'ils ne travaillent pas. Puis tu sais, je parlais de la morale bourgeoise qui se met en place au 19e et qui donne des Baudelaire et tout. Je pense que moi, j'arrête l'université, je me mets de nouveau en porte-à-faux avec mes parents. On me renvoie de nouveau une image de quelqu'un qui file pas droit, finalement. C'est ton père, il s'inquiète pour toi, il sait pas ce que tu vas devenir et tout, tu prends le mauvais chemin, blablabla. Truc culpabilisant. Et il y a aussi, parce que je me laisse plus aller à être moi-même, et je suis quand même... Les Vosges restent les Vosges, même si j'ai des amis qui sont cool et plus ouverts d'esprit, je passe quand même pour un bizarre. Et avec mon meilleur ami, qui va encore plus à fond, tu vois, dans son côté marginal et tout, on passe pour des sacrés bizarres, tu vois. Donc on est du côté du mal, on est du côté... C'est des grands mots, tu vois, mais je m'identifie, tu vois, à ça. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui... L'écrivain, il travaille pas, donc déjà, il y a un problème. Mais finalement, je pense que les choses ont changé depuis. On voit... On a plus... on a détoxifié notre relation aux artistes, puis on voit plus genre quel effort ils fournissent et tout. Mais quelque part, en 2011, j'ai quand même l'impression que voilà, on nous comprend pas. Mm-hmm. Mais moi, je commence à me comprendre. Puis j'ai plus envie de céder du terrain à ce que je comprends. Je m'affirme. Et pourquoi je lis ces bouquins-là? Parce qu'ils me parlent finalement. Si c'est des marginaux et que... moi, il y en a des livres comme... comment il s'appelle l'enculé là, qui vend tellement en librairie, tu vois. J'allais dire Paulo Coelho, mais c'est pas lui. Mais ah là là, les Musso, toujours en tête de gondole de la Fnac et tout. C'est des gens normaux. C'est des gens normaux et c'est tellement pas intéressant de savoir leur vie de famille et leur rupture et leur déboire, tu vois, à moins que ce soit traité de manière très poétique. Ça peut marcher. C'est ton Tom Tom et Nana de... On revient au Tom Tom et Nana, puis là on recule, tu vois. On recule. Mais ben non, mais pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Il y en a pour qui ça peut parler, tu vois. Mais moi, c'est des littératures de surface. Puis je pense que, un peu à la Freud et à beaucoup d'autres, si tu vas creuser à l'intérieur des personnes, on est rempli de névroses et d'instincts destructeurs, etc. Et que si t'établis pas par le biais de la littérature et des arts des catalyseurs, ouais. Tu feras un bon fasciste, par exemple. C'est des gens comme ça, tu vois. Tu crées une espèce de contrôle sur tes démons à l'intérieur, et finalement, c'est toi le mal, tu vois. C'est toi, c'est l'autre. Donc je me méfie de ça, puis je le comprends, puis j'ai besoin de m'ouvrir à une littérature qui me parle à moi, de mes troubles à moi, finalement. Quitte à les mettre en scène dans des trucs glauques comme Georges Bataille, mais finalement, si ça nous parle à ce point, c'est parce que il verbalise des sensations et des émotions qui sont de l'ordre de l'inconscient aussi, qui sont troubles. Et j'adorais ce rapport-là, tu vois. D'ailleurs, je mets en place des espèces de méthodes de travail, tu vois, de la littérature, où finalement, ça ressemble à de la méditation guidée avec de l'écriture, tu vois. Puis ça va chercher, puis du coup, je vais essayer de voir, je plonge en moi, puis je repêche des trucs, puis des fois c'est étrange, puis ça se verbalise pas toujours, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois.
T'avais du Carl Jung dans tes lectures de l'époque? Un peu. J'aime beaucoup parce que les mythes, et Georges Bataille aussi reprend énormément les mythes, et Freud aussi, et ils l'ont compris, c'est les mythes pour les Grecs, je pense, pour les cultures antiques, c'est des cartes, c'est des manières de carter leur inconscient, c'est des maps. Il y a tout un tas de choses autour de Dionysos, le dieu déchiré, tu vois, dont il parle régulièrement. Il y a des choses autour de Pan. Ça m'amène à Nietzsche. Et Nietzsche, c'est vraiment la découverte majeure de la philosophie. Il y a des choses achetées en 2023 de Nietzsche, on est d'accord, tu vois. Mais il y a un espèce de fond. Et lui, il est exactement ça. Avant Freud, il a commencé à toucher du doigt quelque chose qui s'appellerait l'inconscient. Avant, les gens pensaient que ce qu'ils pensaient, c'était tout ce qu'il y avait à penser. Il n'y avait pas de choses derrière, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait rien derrière le rideau, il n'y avait pas de rideau. Et ben, Nietzsche, il sait que c'est pas vrai, il parle de ces forces qui agissent en nous et qui sont non verbalisables, mais qui sont importantes. D'ailleurs, à ce sujet-là, avant de partir en road trip avec ma copine de l'époque, quand j'arrête l'université, je lis Nietzsche. Et il y avait un endroit où, avec un ami proche à moi, pas mon meilleur ami, un autre, on allait régulièrement en voiture au pied du Christ, Jésus-Christ, et on allait fumer des joints. Et un jour, je fais un rêve qu'à la place du Christ, il y a une entité gigantesque, faite comme de pétrole, tu vois, qui dégage une énergie genre massive, dense, et très sourd, tu vois. Et il est comme nimbé de napalm, un truc comme ça. Il est cornu, mais c'est pas le diable. C'est autre chose, tu vois. C'est quelque chose de plus primaire, puis ça remonte à avant, tu vois. Peut-être la Grèce, etc. Cette image-là, j'en ai rêvé, je la revois encore si je pense à l'heure actuelle. Elle m'a poursuivi pendant longtemps. Au point que je l'ai dessinée, puis j'ai fini par la tatouer. Ouais, j'ai fini par la tatouer sur mon poignet. Tout s'explique. Ouais. Ça, c'est des... C'est pas une chose, c'est un portail vers quelque chose de profond qu'on a à l'intérieur de nous, qui se nomme pas, qui est de l'ordre du mystère, du songe et tout, et dont il faut garder une place, et se ménager une place. Et moi, c'est peut-être par la littérature que je fais ça. Ok. Voilà. T'as donné le mot road trip. Ouais. Est-ce que y a une bascule là-dessus ou Ouais, ben là, dans ton podcast, c'est vraiment on est dans le changement, là. On est dans les changements. Ouais. Mais ça peut... Non, mais justement, c'est une décision qui change, qui bouleverse énormément de choses, puis je fais des virages à 180, parce que là, je me détache vachement. J'arrivais à me détacher de l'influence de mes parents avec mon nouveau groupe social, puis mes lectures, etc. Mais là, je vais encore un cran au-dessus. Je me détache de mon groupe social, puis peut-être de certaines mentalités que je trouvais étouffantes, qui avaient rapport avec les Vosges, qui avaient rapport avec le petit enfant qui était arrivé de Guadeloupe, qui aimait pas ça, etc., tu vois. Donc, je prends une step de recul et tout, commence tous à me faire chier. Tout le monde me fait chier. À part les personnes totalement inconnues que je rencontre au fur et à mesure, par exemple, du road trip. Et justement, juste avant d'arriver dans le road trip, mais le déclic, ça a été quoi? Ou juste l'idée de dire... Parce que là, comme tu disais, ça monte, et puis il y a un ras-le-bol, mais... Ouais, c'est un ras-le-bol, mais je pense qu'il n'y a pas eu de déclic en soi, c'est le fruit qui tombe de l'arbre, c'est juste, ok, c'est trop mûr, tu vois, c'est pouf. Le simple fait d'avoir eu c'est pas le cran, mais de s'être affirmé assez pour dire à mes parents, mais surtout à mon père, c'est terminé l'université, à partir de maintenant, c'est moi qui choisis pour moi-même. Ça suffisait, genre les choses étaient amorcées, puis là, je pense que tout le reste de mes choix ont découlé de là. C'était vraiment le choix le plus conscient, et je sais pas si c'est tard ou pas tard, mais ça arrivait comme à l'âge de 22 ans. Une longue fin d'adolescence, tu vois. Là, on passe dans la jeune adulte, et il y a un changement qui s'opère. Et là, je prends plus mon pied dans la vie, tu vois. Vraiment plus. Donc, on part en road trip avec Louise, elle s'appelait. Et on devait seulement aller à Baume-les-Dames, qui est dans le Jura à 1h30. On s'est retrouvés... Tu connais bien? On s'est retrouvés à Bordeaux en faisant une gigantesque virgule. En fait, on s'arrêtait pas. On continuait. On dit, oh putain, mais j'ai du monde à Annecy. Puis de Annecy, c'est, mais moi, je fais ma saison près de Narbonne.
dans quelques mois, Ouais, comme donc je vous l'avais travailliez fait quand celle même. d'avant. Non, mais avant ça, tu vois, on était en mai. Il y avait personne sur la route, c'était génial, tu vois, il y avait personne, on arrivait vers le sud. Euh, donc on se trouvait des places. On dépensait pas trop d'argent, on mangeait sur la route, puis on tripait, tu vois. Là, j'ai découvert les joies du vagabondage, parce que j'en ai fait 3 en tout. Plus ou moins long. On finit à Bordeaux, je rentre vite fait à Nancy, puis là, je redescends directement pour faire ma saison. Que celle-là, j'apprécie pas du tout, par contre, parce que y a un nouveau chef de secteur, puis il sait que moi, je faisais pas mal de grabuge avant, tu vois, qu'on faisait des courses de jet ski. Quand il faisait pas beau à la plage, on faisait des courses de jet ski le long du front de mer, tu vois, mais ça passe pas du tout. C'était un habit de sapeur-pompier, tu vois, t'es censé être le sauveteur. Et puis il y a eu beaucoup trop de fêtes et tout, mais c'était tellement le moment, mais c'était tellement le bon moment pour le faire. Ce chef de secteur-là était carrément humiliant, tu vois, puis j'arrivais plus à m'en sortir. Il nous grugeait des jours de paye quand on faisait de la merde. Ok. Ah bah toi t'auras -2. Plutôt genre, toi Ren, j'aime pas que t'auras -2. Tu t'es pas rasé? -1. -1 pour la barbe. Ah c'était à ce point-là, vraiment. Fin de la saison, j'arrive en septembre, pas de rentrée. Pour la première fois de ma life, pas de rentrée scolaire. Et là ça fait bizarre, tu vois. Là je me sens un peu, je dis oh t'es sûr d'avoir fait le bon choix et tout. Mais je me raccroche au livre. À ces moments-là, là, pour ce qui est de la pratique de l'écriture, genre vraiment concrètement, j'ai pas de rythme d'écriture, j'ai pas de projet. J'écris des morceaux et des morceaux et des morceaux sur des calepins. Donc c'est ça, des phrases qui me viennent, des trucs, des dessins des fois et tout. J'aimerais bien retrouver ces calepins parce qu'ils étaient vraiment... c'est un fouillis, tu vois, mais c'est un fouillis intéressant. Et donc aucune ambition, enfin Pas aucun d'ambition, projet. non, on se laisse porter et tout. Peut-être que dans le fond, je savais que j'étais pas assez mature. À l'heure actuelle, je commence seulement à me dire, ok, je suis à peu près mature pour terminer. Le projet qu'on a terminé, c'est un des seuls avec lequel j'ai mis un Z, tu vois, de A à Z terminé, tu vois. C'est le seul. Il y a le roman en ce moment que j'essaie de terminer, avec lequel j'ai énormément de mal, tu vois. Et pour le roman, je sais que j'étais pas si mûr que ça, tu vois. Et je le sens. Mais j'essaye, c'est en faisant qu'on apprend. Donc pas de rentrée, mais une saison dans les Alpes. Génial, pareil. Genre Perchman à 2200 mètres d'altitude. Petit chalet à 1900 mètres d'altitude dans la vallée d'Abondance. On allait chercher le lait à la ferme à côté. Je finis par casser avec ma copine, mais on s'en fout. Genre, j'ai 2 collègues qui emménagent. On est dans la forêt, on hurle. Là, à ce moment-là, c'est là que je commence à rentrer dans des phases de ma vie qui même pour les plus ouverts d'entre nous, pourront peut-être paraître étranges. Mais par exemple, toute la journée, je travaille comme perchman à la station de Châtel. Puis je redescends à notre chalet, je mange et direct après, je reste en combinaison, je sors. À ce moment-là, tous les soirs. Puis là, tu sais, il fait nuit déjà depuis longtemps. Il y a les Alpes qui sont bien massives comme ça là à côté de toi, qui sont fucking imposantes. Il fait nuit, il y a de la neige partout, c'est le silence exquis total, il y a des étoiles partout dans le ciel. C'est pas étrange, mais genre les gens font pas ça. Mais moi j'ai fait ça tous les jours, c'est-à-dire que je pars en balade, je vais me crapahuter n'importe où dans la forêt, puis quand il y a énormément de neige, tu peux aller partout, tu vois, tu t'en fous. Et le plus beau, c'est qu'à ce moment-là, il y avait le chien du voisin, la chienne du voisin qui était jamais attachée, qui s'appelait Gaïa, qui m'accompagnait tous les soirs. Donc je passais mon temps à aller me trimballer, puis je songeais. Donc j'écrivais pas, à ce moment-là, j'écrivais pas trop et je lisais pas trop. C'était surtout du plein air. Et mais genre, je marchais jusqu'à presque épuisement, tu vois, et je m'écroulais dans la grosse neige. Puis je regardais les étoiles, puis il y avait le chien à côté qui était là, puis je l'écoutais, puis c'était des moments genre merveilleux. Puis ça a duré 4 mois. Ça a duré 4 mois. Avant d'aller en saison, j'avais fait la découverte de mon auteur fétiche, un de mes auteurs fétiches, c'était Kerouac, sur la route. Sur la route, pourquoi je suis allé en road trip, c'est juste parce que genre je voyais le mec traverser les États-Unis, j'étais comme ok, moi aussi, Évidemment. tu vois, mais à la française, genre vachement différente, tu vois. Pour voir des gens qui brûlent, pour le citer. Ouais, c'est ça. On brûlait pas mal, j'avais mon pote Malou qui... Mais j'allais dire, il a mal fini, mais j'y viendrai, tu vois. Mais
À ce moment-là, on était foufou, tu vois, genre on y allait. Puis moi, je faisais mes trucs étranges, genre, je sais pas comment dire, parce qu'il y avait un côté de moi qui était très extraverti, mais il y a un côté de moi qui devenait très introverti et très replié sur lui-même, qui avait énormément besoin de songer, de méditer et d'être coupé du monde à ces moments-là. Et la littérature, elle était pas là à ce moment-là, il y avait peut-être pas la possibilité ou quoi. Puis je pense que ça créait un manque quand même. Et des bizarreries, tu vois. Je continuais à être bizarre. Mais bizarre, genre. Puis c'est vrai que c'est bizarre, mais à ces moments-là, les moments où j'ai les moins écrits dans ma vie, c'est les moments où j'ai fait les plus grosses merdes. Je me suis retrouvé chez les flics à Châtel. Euh, C'était un soir où je me sentais pas bien, j'avais beaucoup trop bu, je faisais de la merde, puis je voyais vite fait une fille à cette époque-là. Puis on habitait à 20 minutes de Châtel même. Dans des routes de montagne, et si on allait au bar à 3h du matin, s'il y a personne qui te chope en pouce, t'es comme dans la merde, tu vois. Je me suis d'ailleurs une fois à moitié endormi dans un banc de neige et me réveiller frigorifié, mec. Mais t'es à 2000 mètres, quoi, genre il fait froid. Donc je voulais pas que ça réarrive. Avec la fille, on est allé on a explosé la porte d'un... Comment on appelle ça les colonies de vacances, mettons, un endroit Centre pour de vacances, les de centres loisirs. un centre de vacances pour les petites, tu vois. On a éclaté la porte. On est allé dans la cuisine. On a mangé tout ce qu'il y avait à manger. Pour te dire, genre, c'était des craquages de... Là, la connaissance, elle était pas là pour pour m'aider à bien faire les choses, tu vois, elle était pas là. On va dans une chambre, on ouvre, plein de petits qui dorment, on ferme, on ouvre une autre chambre, des petits, on en trouve une, il y a personne. Elle est ouverte, il y a personne. On dort. On se réveille assez tôt avant tout le monde. On redescend en bas. On mange. Là, je vois un Scrabble. Je prends le Scrabble. J'écris "On vous a bien niqué" avec les lettres du Scrabble et j'explose l'alarme incendie et on se barre. Mec, c'est la honte. Pourquoi? Si, pourquoi? Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on s'est mis dans le lit et que j'ai enlevé mes habits, j'ai perdu ma carte de crédit. Eh oui. Il y avait mon nom dessus. Une semaine plus tard, les flics de Châtel qui m'appellent. Oh là là, mec, je pense que c'est l'épisode... Je le livre pour le podcast, c'est l'épisode le plus honteux de ma vie. Donc... Merci pour la confidence. J'y vais chez les flics et ils me disent vous méritez même pas de porter votre uniforme de la station alors que c'est juste un uniforme de perchman grossier. Imaginez. Heureusement que c'était pas en uniforme de pompier. Non mais même en uniforme de pompier on a fait de la merde. Moins de deux. Il me dit imaginez genre 60 petits de 4 à 8 ans à 5h du matin dehors en stress parce que vous avez... Mais ils auraient pu tellement me niquer bien plus et j'ai vraiment échappé belle, je pense. Il me dit vous allez voir les propriétaires, les directeurs du centre, vous allez vous excuser, vous allez repayer la porte, c'est 400 €. C'était genre 400 € ça va, tu vois, mais pour on gagnait pas trop non plus beaucoup d'argent. Puis c'est ça, puis j'ai dû aller m'excuser, puis genre... Aïe, j'ai cru que le mec allait me défoncer, j'ai cru qu'il allait me mettre une droite, moi j'avais aucune excuse. C'est vrai que j'avais aucune excuse, tu vois. Mais il y avait ces trucs bizarres que je faisais, que je faisais. Voilà. Mars-avril de cette saison-là, à Châtel, la neige commence à fondre et tout. Je reçois un coup de fil, un premier coup de fil, mettons début mars. Ma grand-mère vient de décéder. Donc je remonte dans les Vosges. Mes parents sont ensemble. Et en fait, c'est la dernière image où je vais voir mes parents ensemble. Parce que je reviens à Châtel pour terminer ma saison et on me rappelle quelques semaines plus tard et c'est ma mère et elle me dit ton père divorce avec moi, c'est fini. Et là je me dis, avec toute la distance que j'avais mis avec mon père à ce moment-là, je me dis s'il divorce et qu'il s'éloigne encore, je le rattraperai jamais. L'histoire, l'avenir prouvera le contraire, mais le fait est que moi j'ai pas du tout envie de rentrer. Parce que pendant longtemps c'était des 3 enfants que nous sommes, ma sœur et mon frère. J'étais le seul à connaître les confidences et les trahisons et les problèmes internes. Donc j'ai supporté leurs conneries tout seul, sans jamais vendre la mèche à mes frères et sœurs pendant des années. Et à ce moment-là, je suis comme, ok, vous savez quoi, démerdez-vous, je porte pas ça, je rentre pas dans les Vosges, je repars en road trip. Et là, ça a été un road trip absolument génial, ça a été fou. Parce que mon meilleur ami, il m'a rejoint. C'était quoi la destination?
whatever. J'avais un premier arrêt à faire à peu près fixe. C'était chez mon oncle qui habite dans le Var. On était proche des gorges de Pénafort. C'est là que j'ai commencé à tomber pas mal amoureux du coin. Mais c'est pas le Var en tant que tel, parce que c'est quand même une région peuplée de fils de pute. J'ai jamais attendu... à tous les gens du Var. Pardon. Mais en gros... Non, mais je l'ai mauvaise parce que... c'est les endroits où j'ai le plus attendu en stop. C'est les endroits où j'ai eu le plus chaud, tu vois, dans ma vie. Les gens... bah, tu sais, des grosses... Mais je parle pas des habitants, les natifs du Var, je parle de tous ces bourgeois qui achètent des villas et tout, qui passent avec leur Porsche Cayenne de merde climatisée, puis toi, t'es là, puis ça fait 2 heures que t'attends. Et il le voit bien que t'as chaud, Il fait 35 dehors, tu vois, en tout cas. Donc, c'est les endroits où j'ai le plus longtemps attendu de toute la France. Puis la France, j'ai comme bien parcouru dans le triangle... du sud-est au sud-ouest jusqu'au nord-est, ça fait un triangle comme ça, genre j'ai pas mal fait, tu vois, en pouce. Et donc chez mon oncle dans le Var, puis c'est des saisons dans les vendanges, dans les vignes en mai, tu peux travailler. Tu fais un travail de chien qui consiste à couper les petits bourgeons qui poussent sur le pied et qui vont prendre trop d'eau, donc pour les sarments et tout, pour que les sarments poussent bien. On fait ça, on va à Nice, j'essaye de trouver du travail, on n'y arrive pas, mais moi j'y arrive plus ou moins, mais finalement ça marche pas, mais Maël, mon meilleur ami, lui part du côté de la Drôme, je connaissais même pas le nom du département, puis moi ça capote complet le plan que j'avais à Nice, et tout à coup... c'est sur je commençais vraiment à avoir 0-0 parce que j'attendais de travailler, j'attendais de travailler, puis je perdais de l'argent, et tout à coup je reçois 2000 € d'APL non versés pendant des mois à Châtel, et coup sur coup, genre, sur le répondeur j'ai un message de Mal, il me fait: Dude, j'ai trouvé une région, ça s'appelle la Drôme, c'est trop bien, il faut que tu viennes me voir et tout, il y a plein de hippies, des punks, nanana, c'est excellent. Donc, je prends mon sac à dos, je fais un gros doigt à mon employeur qui m'a niqué, et je vivais chez lui à ce moment-là. Et puis, je remonte la route et je vais dans la Drôme. Et effectivement, la Drôme, c'est un endroit où je me vois mourir, tu vois. C'est un endroit où je me dis, dernier Cimetière des éléphants. Ouais, grave. C'est fantastique. Mais il y a plusieurs Drômes. C'est pas celle de Nyons, c'est pas celle de Montélimar, c'est Nyons. Puis tu remontes. Puis là, il y a une sorte de morceau de la chaîne des Alpes qui est là. Ça donne des espèces de canyons à des endroits avec la rivière qui passe au milieu. T'as un climat provençal, mais t'as une pureté de l'air qui ressemble à celle des Alpes. Tout ça se mélange. Mec, il y a une énergie solaire là-bas. Il y a un truc, d'ailleurs, il y a plein... croyez-y ou pas, tu vois, mais il y a plein de guérisseurs qui se ramassent là-bas, il y a plein de gens qui pratiquent des médecines parallèles qui sont là-bas. Dont une personne qui va être une personne clé dans ma vie, une mentor, tu vois, que je rencontre là-bas. Je la fais courte aussi, mais qui va beaucoup m'aider à arrêter d'aller dans des camps de vacances, déclencher des alarmes et faire de la merde, qui s'appelle Pascal, pour qui je vais travailler pendant un temps. Là, en fait, je fais du woofing chez elle. Ok. On est dans la Drôme, puis Maël finit par partir. C'est le début du déclin mental de Maël. Je le sens un peu, tu vois. Il fait des mauvais choix et tout, mais en gros, il me dit, bon, bah, moi, j'ai une tante qui habite dans le sud, j'ai besoin d'aller chez elle, puis de me reposer là-bas, puis je vais aller là-bas. Je fais, ok, moi, je continue la route. Donc, de Nyons, je repars, puis je remonte avec plus ou moins l'idée de remonter tranquillement chez moi, dans le nord-est. Puis tout premier stop quand on vient de se quitter, c'est la fille justement de cette femme-là. Donc la femme s'appelle Pascal. La fille de Pascal me prend en stop, donc je la connais pas. Elle me dit: est-ce que tu veux faire du woofing dans une ferme auberge? Je dis ok, tu vois. J'avais aucun plan. C'est ça aussi d'avoir aucun plan. C'est pouvoir sauter dans des situations que tu sais pas et tu ouvres la porte à l'inconnu et waouh. Ce qui s'est passé derrière, je pense que c'était un pivot aussi, un gros changement dans ma vie. Donc j'arrive à la ferme Roland, à Saint-Jal. Donc même pas à Saint-Jal. Saint-Jal, c'est 300 habitants, mais c'est encore à 5 km. On est vraiment... Le lieu-dit, c'est Rochebrune. Il y a rien. Le soir, il fait noir comme à la campagne. J'ai pas de lampadaire et tout, tu vois, à la frontale et tout. Ça sent la nature. Il y a
2 chevaux, une immense serre, 3 chiens, plein de chats, quelques autres woofers qui vont et viennent. Puis il y a Pascal. Et Pascal, c'est la personne qui, selon moi, se rapproche le plus de l'image que je me fais d'un ou d'une chamane. Parce qu'il y a cette puissance-là. Et le plus puissance chez elle, c'est sa capacité à lire à l'intérieur de toi. Elle lit à l'intérieur de toi. Tu lui parles d'une chose, elle te dit « Ok, j'entends ce que tu dis. Ce que j'entends derrière, c'est... » Elle lit derrière, tu vois. Donc elle, je pense qu'elle a un bon portail vers cet inconscient-là dont on parlait, tu vois. Ou elle a une clé, tu vois. Elle a une clé de lecture dans les gens. Et elle va beaucoup m'aider. Avec mon père, mon chagrin d'amour à cette époque-là, parce que là, j'ai zappé, tu vois, mais il y a une... Après la première Louise, il y a une autre Louise qui rentre en scène. Ça a été une rencontre hyper forte et intense et courte, finalement. Mais j'ai du mal à m'en remettre. Je m'en remets. J'arrête de fumer aussi à cette période-là. Puis voilà. Pascal arrive comme un nouveau repère. Nouveau repère. Et puis, à Saint-Jal, je fais pas de la merde. À Saint-Jal, tout va bien. Puis je suis plus dans la paix et dans l'amour et dans la compréhension, déjà vis-à-vis de moi-même, puis donc des autres. Donc j'y reste presque 6 mois. À ce moment-là, c'est quoi Parce que tu sais, t'as vu le sport qui cadrait. Mm-hmm. Est-ce que là, c'est le fait d'être loin de tout aussi, loin de la tentation ou Ouais. Pour l'arrêt de la cigarette, c'est simple. J'arrête la cigarette parce que je suis en pure nature. C'est le premier endroit où j'ai vécu aussi, qui était autant éloigné de toute autre habitation, etc. Donc, c'est facile, c'est plus ou moins facile. Je pense que le cadre, c'est le lieu à ce moment-là. Tous les jours, après avoir fait... Donc, on se lève super tôt, tu vois, on se lève à 6. Puis j'aide dans la cuisine à faire à manger. C'est là que j'ai acquis des techniques, tu vois, pour faire des plats. C'est tout végétarien, donc c'est que des légumes qui viennent de la serre. Il y a d'autres choses à faire le matin. Ça dure juste 3 heures, tu vois, ça va. Et à ce moment-là, je monte sur le plus proche sommet, en fait. Puis c'est ça un peu la Drôme, tu vois. C'est comme plein de petits pitons rocheux. Puis c'est comme des petits nids de dragons, tu vois, où tu pourrais te poser de l'un à l'autre. C'est excellent, tu vois. Je monte une chaise pliante, puis je la laisse toujours là-bas. Puis là-bas, je médite. Parce que je découvre beaucoup la méditation là-bas. Je partage un peu les activités et de Pascal, mais aussi des gens. Parce qu'en fait, cette ferme auberge, elle est spéciale. Elle accueille des groupes de gens qui viennent faire des stages. Donc, c'est yoga, danse contact, et même tantrisme. Beaucoup d'autres choses, tu vois, mais ça tourne tous autour, justement, de soit thérapie, médecine parallèle, spiritualité beaucoup, ouais. Donc, j'ai vu passer des sacrés phénomènes, là, tu sais, des flyers, mais aussi des gens très intéressants. Et moi, de ce que je prends de cette expérience-là, c'est la méditation, beaucoup. Donc, je vais méditer en haut, en regardant le cadre et tout, puis tout va bien, c'est correct. Un peu avant ça, j'ai découvert la techno. Ah. Gros épisode. Je me suis pas mal éloigné de mon groupe social des Vosges à ce moment-là. Genre vraiment beaucoup, puis ils me correspondent plus. Puis Maël me lâche parce qu'il décline mentalement. Et là, j'ai plus de ressources pour aller créer du lien avec des gens et tout, puis je sais pas. Et peut-être que mon frère s'en rend compte à un moment et tout, et il me dit, viens à Nancy, la ville des études que t'as détestée. J'avais du mal avec Nancy à ce moment-là. Et avec la ville tout court. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 25 ans, j'ai jamais vraiment vécu en ville à part 2 ans à Nancy. Viens à Nancy et tout. J'ai découvert un club, ça s'appelle l'Ostra, c'est super cool. On écoute de la techno et tout. Il met Underground Resistance, un truc comme ça, je pense. Puis j'aime pas du tout. Première écoute, je dis c'est fucking de la merde et tout. Mais en même temps, moi, je me rends compte que musicalement, c'est mort depuis longtemps et que je continue à écouter les Black Keys et des choses qui finalement m'ennuient, tu vois. Des groupes de rock, beaucoup, tu sais. Et j'y vais. Et en fait, ma première soirée qu'on pourrait dire de techno, c'est pas vraiment une soirée techno, c'est Rhône à l'autre canal, qui n'est pas non plus un club de techno proprement dit. Mais là, je découvre qu'on peut faire une telle poésie avec des machines que genre je suis bluffé, tu vois. Et d'ailleurs, cette personne-là
C'est par lui que je rencontre Alain Damasio, enfin que je connais Alain Damasio, par Rhône. Autre baffe littéraire, la Horde du Contrevent et autres. Mais en gros, c'est ça. Donc, je suis à la ferme. 4, 5, 6 mois, c'est bien. Mais finalement, la techno l'excitation de la techno commence à me manquer. Et d'ailleurs, la seule grosse teuf que je fais dans ces 6 mois-là, c'est à Carpentras. Je sais pas comment ni pourquoi, mais Jeff Mills se ramène à Carpentras. Incroyable. Ouais. Donc je fais de belles à Carpentras. Ouais. Malade mental. Et il nous a joué un truc, mec, genre... Oh là là, c'était comme si il avait 10 joints chaque partie de mon corps, mais c'était pas du tout harmonique et mélodieux. Hein. Mm-hmm. Mais c'était tellement intense, c'était intéressant aussi. Donc voilà, c'est la seule parenthèse où j'ai fait la bonne teuf, tu vois, sans déborder, en buvant juste de la bière. Mais d'ailleurs, c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais pas débarrassé de la clope, entre parenthèses, parce qu'à chaque bière, j'avais envie d'une clope. Puis ça m'a tenu jusqu'au... Il y a seulement 3-4 mois que j'ai vraiment tout arrêté. Cette suite d'actes amorcés en disant à mon père j'arrête l'université, puis dorénavant c'est moi qui fais mes propres choix, on est là-dedans, tu vois. Puis les vagabondages, c'est se mettre dans l'inconnu et dans le hasard, tu vois, donc ça donne tout un tas d'expériences qui ont l'air disjointes, mais finalement c'est juste ça, tu vois, c'est juste l'attitude de le faire, d'être sur la route, d'être ouvert à la possibilité. Et je pense que ça m'apporte beaucoup pour les futures scènes que je vais vouloir poser en littérature, c'est la route. La route, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le Conte du Survivant, il marche beaucoup. Il fait quand même le tour de la Terre. C'est un lieu intéressant, tu vois, indéfini, qui laisse passer beaucoup de possibilités, tu vois. T'es en déplacement, mais finalement, c'est toi qui es au centre, tu vois. Puis c'est les autres qui passent à travers toi, donc c'est un peu comme la théorie de la relativité, c'est les autres qui avance, bref. Et toi, t'es au centre. Tous ces événements-là, en fait, se condensent. Donc là, c'est du 2012 à 2015. 2015, je suis guéri. Ça va beaucoup mieux, tu vois. Grâce à Pascal, c'est comme genre, je me défais d'un vieux, gros, lourd paquet. Va savoir, tu vois. Je pense que là-dedans, il y a plein d'acquis sociaux, des choses sur lesquelles je suis jamais revenu. Et même, je me suis débarrassé de choses que j'ai jamais verbalisées. Mais finalement, le fait est qu'il y a énormément moins de tension. Et tout ça est aussi vachement appuyé grâce à la techno, parce que la communauté dans la techno est belle et solidaire, etc. Donc, je vois que je peux créer des liens qui sont autres que... Soit c'est flamboyant et on est sur la même longueur d'onde et on se tient à la vie, à la mort, soit t'es mon ennemi. Et ben je change de rapport aux choses, tu vois. Je deviens un peu plus horizontal et acceptant aussi, tu vois. Plus d'acceptation, donc ne serait-ce que pour moi, donc pour les autres. Et là, donc je reviens comme le fils prodigue à la Bresse, ça va mieux. Je passe du temps avec ma mère. Entre les road trips, pour en revenir vraiment à la pratique de la littérature, il y a quand même eu des grosses périodes d'écriture. Genre, le moment où je suis tombé amoureux et que j'ai eu cette période très intense, c'était aussi accompagné de la découverte de l'écriture plus comme des bouts griffonnés sur des papiers. Plus structuré un peu. On y va à fond. Mais genre, je m'y suis mis, genre, mais comme un taré en fait. C'est des périodes soit de chômage, c'est des périodes de chômage entre deux saisons, parce que je faisais pas forcément de saison l'hiver. Où je suis à la Brèche chez ma mère, mon père est parti, donc il y a moins de tension finalement quand même. Et à ce moment-là, je fumais énormément. Donc en fait, on a une énorme véranda avec des baies vitrées qui donnent une vue sur toute la colline, avec la rivière comme ça, puis ça vient se rétrécir dans le fond. Magnifique point de vue, avec une belle table, une belle chaise. J'allume clope sur clope, je bois des cafés, je travaille pas, tout le monde est au turbin, ma mère est pas là. Ma copine de l'époque vient me rejoindre, on baisse dans toute la maison, elle part, je continue à écrire, tu vois. Ça, c'est un temps que je me suis aussi alloué. Finalement, je me suis alloué énormément de temps. Si à l'heure actuelle, je commence seulement une espèce de carrière, tu vois, c'est que de 20 à 30, je suis pas rentré dans le circuit. C'est parce que j'ai cherché longtemps par quel axe je voulais y rentrer peut-être, tu vois. Donc il y a ces grandes périodes-là de littérature
où je mets sur pied des personnages que je déchire, mais il y a eu des personnages qui s'appelaient Pearl, d'autres personnages qui s'appelaient Corto, que je prends pour des doubles. Quand cette fille me largue et que je suis pas bien, mais que je suis quand même en période d'écriture chez ma mère, c'est Gainsbourg qui me hante. À ce moment-là, je commence à être à sec parce que je me suis trop donné dans la littérature sans avoir à côté d'expériences de vie qui remontent la jauge, tu vois. J'ai plus rien à dire. Mais je veux pas arrêter parce que je suis beaucoup trop têtu et que j'ai rien d'autre à ce moment-là. J'ai joué toutes mes cartes, tu vois. Je cherche pas de saison. J'arrive pas à sortir de chez ma mère. Je suis trop déprimé pour faire des moves. C'est à peu près ce moment-là que mon frère me propose d'aller en soirée techno. Avant ça, ça prend du temps. Je change mon rapport à l'écriture. Plutôt que d'essayer d'écrire des nouvelles mettant en scène des personnages sur la route, parce qu'il y a déjà eu des road trips à ce moment-là. Je découvre un peu plus la forme de la poésie en essayant de la travailler plus. Ça, c'est un genre, ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé ça, mais j'aimerais bien. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'écoute Gainsbourg en boucle, je note ses rythmes, comme j'ai jamais fait de musique, mais je les note comme je peux, puis je compte ses syllabes, puis je reprends sur ses rythmes d'autres choses, tu vois. Et je regarde comment il s'appelle? Gainsbourg, vie héroïque, son film. Je l'ai regardé une 12aine de fois dans cette période-là. Je le regardais chaque semaine. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je me sentais seul et que moi aussi j'avais envie d'être avec un double. Et à ce moment-là, c'était Gainsbourg. À cette période poétique d'essayer de mettre en forme de la musique en mots. Il y a ce vagabondage, puis Pascal, la Drôme, etc. Là, je reviens apaisé, mieux. Puis là, je prends la techno pour m'aider à écrire. Puis j'essaie d'écrire des longues plages comme ça, un peu répétitives. Et j'ai acquis une machine à écrire à ce moment-là. Fait que ça tape par-dessus, tu vois, puis c'est intéressant. C'est une autre expérimentation. Je fais beaucoup d'expérimentation. Et jamais je me dis, pense à un concept, à un projet en amont. Essaye de l'appliquer et de le tenir jusqu'au bout pour y arriver. Je pense que c'est un de mes défauts en général dans toute œuvre que je fais, dans toute chose que je fais. J'ai trop une approche bottom-up. Genre, je commence en me disant, ok, bon, on verra, on ajustera ça plus tard, tu vois. Mais je me retrouve avec trop d'éléments disparates, puis j'ai du mal à les mettre. Ouais. C'est un peu à l'image de mes 20-30 ans, ou peut-être de ce que je suis. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, j'ai pas de structure. Et je commence à me le dire que j'ai pas de structure. Et je le vois. Et j'ai besoin d'outils intellectuels pour arriver aux ambitions plus hautes que je me suis fixées. Et vu que ça va mieux, je me dis que je peux me réinsérer dans la société et la techno m'aide à aimer la ville et donc je redécouvre un peu et c'est trop bizarre parce que donc c'était de 20 à 25, c'est comme si j'avais été plus ou moins en exil. D'ailleurs, j'écrivais beaucoup sur les exilés et les parias par reflet sûrement et là je reviens à la société sans craindre, tu vois, sans avoir peur. C'était vraiment une sorte de mal-être tout le temps que j'avais dans des environnements inconnus, en ville en général. Je me sentais jamais à ma place, je sentais que ça se voyait. J'avais pas envie de me faire... parce que Nancy, c'est quand même une ville violente. Je sentais que ça se voyait et qu'on allait m'emmerder juste pour ça. Parce que, tu sais, les personnes mal à l'aise, ça se repère. Puis les charognards, ils les repèrent, tu vois. Mais là, je suis à l'aise, puis je prends confiance dans ce nouvel environnement urbain. Et je finis vraiment par m'y attacher. Et je finis vraiment par découvrir un truc qui est tellement con. Mais si t'aimes l'art, là où tu vas trouver de l'art, c'est en ville, tu vois. Mais en tout cas, pas dans la Drôme à Saint-Jal, perdu, tu vois. Il y en avait d'une différente façon, mais pas comme à Nancy et pas comme à Montréal. Et là, je reprends plus contact avec mes amis de Gérardmer, que j'avais mis un temps de côté. Maël, on n'a plus vraiment de rapport. Il décline, il fait un premier séjour en hôpital psychiatrique. J'ai vraiment du mal à retrouver un niveau de dialogue avec lui pour que ce soit à peu près cohérent et tout. Mais par contre, je me rapproche de mon ami Théo. Et Théo, lui, c'est une personne qui a eu peut-être de la chance dans la vie, qui a eu des bons outils, mais qui est aussi une des personnes, selon moi, les plus intelligentes que je connaisse. Qui a fini de passer son barreau d'avocat à Paris. Et en fait, je le vois réussir et je vois d'autres personnes réussir autour de moi. Arriver, en fait, ils ont la patience, ils ont pas tout flanqué en l'air, ils étaient pas en exil bizarre à faire des trucs chelous de méditation dans la neige ou se retrouver entourés
de putain de sangliers dans le Var parce que t'as planté ta tente en pleine forêt, tu vois. Ils ont pas vécu ça, tu vois. Bon, ok, je l'ai vécu, pas eux, mais eux, la patience paye. Et je vois bien, tu vois, qu'ils se mettent bien, ils commencent à se mettre bien, tu vois. Et moi, je suis là, j'ai comme un goût de défi et de revanche qui commence à venir. Et la conscience que je suis pas structuré et que je suis pas outillé intellectuellement pour arriver à poser ma pensée, poser un livre, poser de la littérature. Donc, je me dis, il serait peut-être temps de reprendre les études. Et à ce moment-là, pour le coup, c'est avec ma mère que ça va plus, que je veux. On a trop été ensemble pendant des longues périodes où moi j'écrivais dans la même pièce et tout, tu vois, dans des petits villages, nanana. On se marchait dessus. Et c'est avec mon père que ça commence à se raccrocher. Et mon père, il me propose de venir travailler dans son lycée carrément, où je deviens surveillant d'internat. Tiens donc. L'histoire est vraiment ironique. Et là, pour le coup, à cause de mes années d'internat, j'étais tellement tolérant, mec. Je leur laissais faire n'importe quoi. Au point que la seule fois où j'ai collé un élève, c'est parce qu'il a retourné mon lit en tant que surveillant. Okay. C'est grave. Il est venu dans la chambre, il a retourné mon lit. C'est la seule fois où je dis, ok, vous avez dépassé les bornes. Sinon, je leur laissais faire tout ce qu'ils voulaient. Tout ça dans le lycée de mon père. C'était subversif. Et son lycée, il est tout près de Nancy. Et là, je suis bien, tu vois, parce que j'ai ma paye de surveillant, c'est modeste, mais je paye aucune course et je paye aucun loyer. Et j'ai juste un petit 25-30 minutes de bus pour aller rejoindre mon frère le week-end pour aller faire les grosses soirées, tu vois. Et là, je me dis, ok, j'ai vraiment envie, il est vraiment temps que je rentre. Et je me dis, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais comme filière? Et là, il y a des gens qui vont me détester, tu vois, mais là, j'ai jamais pensé que c'était nécessaire de faire des études en littérature pour écrire et que je préférais aborder des thèmes connexes, mettons, mais par une autre voie. Et pendant toute cette là, j'ai bientôt 26, de 20 à 26, c'était accompagné de livres. Ça a commencé par Nietzsche, mais ça a été Deleuze après. Ça a été d'autres auteurs de philosophie. Et mine de rien, parce que c'est toujours tu sais, je vais rentrer à l'université, donc mon référence c'est l'école. La philosophie, j'avais cartonné pendant une année au point que ma prof de philo, que j'avais fini par adorer, je pense que c'est elle qui m'a motivé à y retourner aussi. Elle m'avait dit tu devrais aller comment ça s'appelle, les prépas philo ou prépas littéraires, tu vois, qui sont des trucs super durs. Moi, à cette époque-là, je voyais ma sœur en prépa HEC, qui pleurait tous les soirs et qui avait pris 10 kilos de stress. Je fais comme non, j'irai pas là. Plus mon rapport aux études. Mais bref, c'est la philo qui s'est profilée. Voilà. Là, c'est un marqueur aussi important, c'est 2016. Puis, à ce moment-là, je fais la rencontre d'une personne qui va... je sais pas pourquoi, mais dans les périodes où tu te délestes d'un sacré paquet et que t'as fait un bon travail, bah tu vas te mettre dans une merde. Parce que t'as pas envie. Il y a du sabotage. Faut bien contrebalancer. Il faut contrebalancer. Mais je pense qu'il y en a tous un saboteur en nous, tu vois. Quelqu'un qui croit pas en nous. Je pense que c'est de l'internalisation de commentaires négatifs qu'on a eu toute notre vie. Voilà. Donc, je fais la rencontre d'une autre personne qui devient ma copine et qui, elle est à la fin de sa licence, puis elle va faire un master, une maîtrise à Montpellier. Puis moi, je commence à bien l'aimer, tu vois. Et dans les villes à travers lesquelles j'avais vagabondé, il y en avait 2 qui avaient spécialement retenu mon attention en me disant, si je suis étudiant, ce serait là que j'aimerais trop aller. C'était Lyon et Montpellier. Donc elle allait à Montpellier. Et moi, je reprenais mes études. J'étais comme, moi, je peux aller à Montpellier. Tu vois. Ça a été une bonne et une mauvaise erreur parce que je commençais seulement déjà, je retissais des liens avec le groupe de Gérard May. Je tissais des liens super forts avec mon frère. C'est une période où on a été super en fusion. C'était vraiment cool. Parce que je pense que il y avait peut-être ce besoin aussi. J'avais été tellement méchant avec lui dans l'adolescence et tout. Tellement à le taper et tout. Je me suis excusé sincèrement à un moment. Plus, il m'avait comme ouvert une autre... C'est une des personnes qui m'a ouvert une porte vers cet univers-là de la techno qui m'a tellement apporté, tu vois.
Puis sans trop réfléchir, toujours avec... parce que j'ai toujours ce côté genre, ah bah je m'embarque dans le non-plan. J'avais le plan, mais je m'embarque dans le non-plan, tu vois. Donc plutôt que de me mettre bien, d'être à moitié logé chez mon père et d'être à mi-temps à l'internat, puis voilà, je me retrouve pauvre, sans meubles dans l'appartement de cette personne-là. Et c'était très, 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 très toxique. Très toxique comme relation. Et la littérature avec laquelle j'étais toujours en mode expérimentation, tu vois, et que j'aurais... Bah, que j'allais poursuivre, finalement, finit par se tarir complètement parce que pas d'espace mental et pas d'espace propre à moi pour que ne serait-ce qu'il y ait le déclic, tu vois. Donc, il n'y a pas le déclic. Parmi les revanches que je voulais prendre dans la vie, en reprenant les études, il y avait genre au moins 10 de mes connaissances et amis qui étaient partis en voyage universitaire. Et ils ont vécu des trucs absolument fantastiques. Et moi, j'avais fait la demande en fac de droit. La fac de droit, j'aimais pas ça, donc j'avais des résultats moyens. Ce qui me permettait pas, ils ont refusé que je parte Ça m'aurait peut-être sauvé, tu vois. J'aurais peut-être eu cette licence, mais à l'étranger, tu sais, voilà. Donc au début de la 2e année, parce que ça se prépare 1 an à l'avance, je regarde l'offre. Puis l'Europe, je pense que j'ai bien connu. Parce que déjà la France, j'ai bien vagabondé, ça c'est une chose. Mais mes parents, on a eu une caravane. Puis après, on a eu de la thune, parce que mon père est passé proviseur. Et mes parents aimaient ça, l'Europe. On a fait tous les pays. Et tout ce qu'on me proposait sur le catalogue, tu vois, des universités partenaires de Montpellier, c'était l'Europe. Dont certaines, fallait maîtriser la langue du pays pour pouvoir y accéder. Et donc, je me ramassais avec des trucs médiocres. Mais là, je vois 2 qui retiennent mon attention, tu vois. Et c'était celle qui était le plus éloignée sur la carte. Et c'est ça qui a déterminé mon choix. Il y avait Istanbul, une université Galatasaray, tu vois, ça avait l'air incroyable. Genre, sur le pas du détroit du Bosphore, là, sur le pas du Bosphore, ça avait l'air incroyable. Et Montréal. Et là, tout le monde me dit, mais va pas en Turquie, il y a Erdogan, il a tout serré la vis, tu vas pas t'amuser, tu vas rencontrer personne et tout. À l'heure actuelle, je pense que les gens qui m'ont dit ça, c'est des gros mythos. Pas du côté ouest d'Istanbul, j'aurais fait mon truc, tu vois, en tout cas. Donc, je suis arrivé à Montréal. Et j'ai pris Montréal. À ce moment-là, j'ai la perspective de partir. Et j'ai les études dans lesquelles, genre, à nouveau, par motivation, je cartonne. Et c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais ils te le disent en France quand t'es major de promo. Donc j'étais major de promo la 1re et la 2e année. J'étais comme genre, on y va. J'ai une scolarité... Hein ? En philo. En philo. J'ai une scolarité à chier, mais je vais rattraper ça, tu vois. J'avais eu quand même ma terminale pour me rattraper. Mais là, c'était comme, c'est mon choix. Mais pour le coup, là, c'était vraiment mon choix, moi. Et je voulais y aller en cartonnant. Et mais aussi, j'arrive à 26 ans. Et la plupart des autres, ils ont 18, 19, 20. Ils découvrent Montpellier. Montpellier, c'est 25% d'étudiants dans la ville. C'est le paradis pour aller faire n'importe quoi. Pour aller faire des roulades, pour te citer. Donc je suis beaucoup plus organisé que la moyenne des gens qui sont là-bas, mais c'est comme ça, tu vois. Je fais mes fiches lecture, je fais toutes mes lectures, je lis en plus, je vais prendre les bouquins et tout. À la bibliothèque, je saigne Wittgenstein, je saigne Foucault, je saigne Kant. Les gens détestent Kant. J'ai essayé de essayer de monter sur cette espèce de gros cheval mal accordé de la philosophie de Kant et tout. Mais je veux m'assurer les meilleures notes parce que, quelque part, je veux rendre fier mon père. Et ça marche. Mon père qui, d'ailleurs, c'est vraiment l'heure de renouer, tu vois. Parce que dans l'accompagnement, il m'a aidé. Et si je peux avoir des super notes, c'est parce que j'ai pas besoin de travailler. Parce que on fait une petite manigance avec les bourses.
je mets le salaire de ma mère, et vu qu'ils sont divorcés, bah, ça fait un petit salaire, donc j'ai les bourses, puis mon père, il me donne l'argent, fait que genre, je travaille pas pendant mes études, je me consacre juste à ça. Mais mon père m'aide pour tout le temps, tu vois, genre, principalement financièrement, mais il est là, je sens une reconnexion. Donc voilà. Il me fournit même des supports, tu vois, parce que j'hésite à devenir prof de philo, donc il me donne les contacts de professeurs agrégés, donc j'apprends. Et puis, mais pas de littérature. Et là, je pense que c'est cette période-là il y a eu des vagues, tu vois, plus ou moins intenses, mais c'est une période c'est un cycle qui s'est ouvert à ce moment-là et que j'essaye de clôturer à l'heure actuelle, mais c'est le cycle des excès, des afters interminables et qui sont on s'imagine avec par quel moyen, tu vois, et qui sont finalement financés. Parce que c'est vraiment ça, tu vois, par cette personne avec qui je vis et qui est ma copine du moment, tu vois, avec qui on est en appartement ensemble. Je tombe un peu le nez dedans, tu vois. Et ça ne fait qu'ajouter à l'instabilité inhérente du couple qu'on était. Donc j'ai vraiment eu du mal à m'en dépatouiller, à en sortir, etc. Ça a pris un aller simple pour Montréal. Et arrivé à Montréal, c'est qu'en un mois, j'enlève un manteau fucking lourd qui s'appelle finalement la France ou l'Europe. Je respire et je vois que les gens ici sont chill. Les bourses de la France pour les étudiants en échange commencent à tomber. Et là, c'est genre voyage. Genre les Rocheuses, New York, la Gaspésie en premier semestre. Là, bon, je suis ruiné à ce moment-là. Le vagabond revient. Ouais, mais on est un peu plus structuré là. De toute façon, tu peux pas faire du stop en Gaspésie en novembre. Pas quoique. Puis c'est ça, Détroit, putain, avec mon frère qui m'a ouvert à la techno. Un organe de résistance. Et ouais, on y était. On était à la maison du label, on a été accueillis par Mad Mike. Allez. Il était en train de faire des travaux dans la cour intérieure. Et you know what? Techno in Detroit ain't worth shit. Ça a pas de valeur, la techno à Détroit. Vous voulez faire un truc de gangster? Allez sur l'ancien aéroport, ils font des courses de dragster là-bas, allez-y. On l'a pas fait. Un regret. Mais voilà. Donc c'est ça, là on arrive vers les 2018-2019. En février, je rencontre Gigi. J'avais toujours pas écrit depuis, donc Gigi qui deviendra plus tard ma femme. Et je tombe amoureux. J'avais déjà pris la décision de rester avant. Je trouvais ça trop cool de base, tu vois. En bout d'un mois, je savais que je ferais mon master là-bas. Je me préparais déjà. Gigi arrive, confirme mes choix. Et là, un torrent de poèmes chiés en l'espace de 3 mois. Genre gigantesque. Ça s'appelle les carnets de Gigi. Genre, il y en a une tripotée. On pourrait parler de projet fini, mais là, pour le coup, c'est ambigu parce que ça a juste sorti comme ça, tu vois. Puis c'est ça, puis il y avait une longue retenue et une envie ou un truc frustré longtemps, puis ça sentait, tu vois. Et là, je renoue avec la littérature, puis je décide de ne plus la lâcher. Donc je remets en place... Bah quoique, pas tant. C'est pas ça exactement. C'est juste que les poèmes m'accompagnent spontanément, comme il l'avait fait aussi à Châtel. Je l'ai pas dit, tu vois, mais... il y a eu longtemps cette pratique du téléphone portable, c'est genre t'es en train de marcher, t'as une idée, t'es allongé, le cul dans la neige, tu regardes les étoiles, t'as une idée. Ça c'est très dommage, tu vois, parce que les technologies qu'on possède maintenant ne laissent pas de traces, et genre j'ai perdu des portables avec des gigas entiers de poèmes. Pareil pour d'autres portables récemment là que j'ai perdu avec des choses, et ils sont pas récupérables, et je suis un neuneu, tu vois, parce que je les mets pas sur papier. Le cloud. Tu vois. Ouais. Bah ouais. Le cloud. Les carnets de Gigi, oui, tu vois, pour le coup. Parce que j'avais l'impression d'une unité, donc je me suis dit, ok, ça, il faut que ça tienne quelque part, tu vois, donc j'ai gardé. Donc là, c'est plutôt que les poèmes m'accompagnent et j'ai pas besoin forcément de circonscrire du temps dans ma journée où je vais écrire. Pas de routine d'écriture. Mais parce que tu disais, tu as décidé de pas la lâcher. Donc en fait, tu gardes quand même des bulles, des moments. T'as des moments où tu peux quand même te focaliser là-dessus, quoi. Ouais, mais c'est une demi-intention, c'est-à-dire que je le sais à peu près que si je vais marcher le soir en hiver,
C'est genre, sur le plateau, il va se passer un truc, tu vois. Il y a un moment, je sais à peu près, tu vois, c'est les marches, un peu de solitude, un peu de tranquillité, de paix d'esprit. C'est juste là, ça va s'ouvrir, tu vois. Mais l'envie de passer à l'étape supérieure me tient aussi, c'est-à-dire vraiment accorder des plages d'écriture, tu vois. Et finalement, pour faire ça, faut juste se faire confiance. C'est pas genre, oh, je crains la page blanche et de ne pas être inspiré. Tout le monde me dit ça. Comment tu fais pour y aller tous les jours et tout? C'est quoi? Il va toujours se passer un truc. Minime ou maximal, tu vois, mais il va toujours se passer un truc, un déblocage et tout. Et j'adore finalement les artistes que j'aime le plus, c'est ceux qui parlent du travail, tu vois. C'est genre travail, parce que les pièces manquantes ou les pièces mal placées dans ton puzzle, tu vois, vont se replacer d'elles-mêmes par le travail. C'est juste ça. C'est une poursuite du métal à chaud que tu continues à garder à chaud jusqu'à ce que tu sois capable, jusqu'à ce que peut-être, alors je sais pas, n'étant pas fort pour mettre des points finaux, je sais pas comment ça devrait se passer, tu vois, pour les gros projets. Pour le compte du survivant, ça s'est bien passé. Le projet qu'on a fait ensemble, ça a été, c'était vraiment, et en plus c'était un début de dépression. Ça a été dans un moment super particulier là, c'était en février de cette année. Oulala. Et ça se retrouve peut-être à des moments, tu vois, dans le machin. Mais quand c'était terminé, c'était terminé. Peut-être le fait que il y avait la conscience que ça allait être, ce serait de la voix projetée devant des gens dans le cadre d'une performance. Donc un temps qui était peut-être limité, c'est peut-être ça qui a circonscrit. C'est sûr que ça a cadré quand même. Ça a cadré, je pense. Ça a cadré le truc. Ouais. Là donc avec Gigi à Montréal, qu'est-ce que tu fais de beau à Montréal? Je découvre les open mic. Et justement la version orale de la littérature. Et je me dis tiens, donc c'est beaucoup plus intéressant d'écrire pas comme on parle, mais essayer de trouver une espèce de juste milieu entre une écriture académique que je suis obligé d'avoir avec la philo et qui commence vraiment à imprégner mon écriture tout le temps. Bon gré mal gré, tu vois, genre à tort ou à raison, je sais pas si c'est bien, mais c'est là. Et une parole beaucoup plus déliée, tu vois, genre et qui permet justement, qui laisse la place à l'improvisation et qui permet de faire amener les images, de faire amener l'humour, de faire amener la dynamique, de faire amener beaucoup plus de choses, quoi, plutôt que de rester dans un assemblage d'idées qui fonctionne avec la philo, mais pas pour d'autres projets. Les open mic, ça a été un défi lancé par ma collègue. Parce qu'entre-temps, j'ai arrêté l'université, puisque j'ai obtenu ma maîtrise, j'ai terminé mon mémoire. Et je suis rentré comme médiateur dans un centre d'art contemporain. Puis il y a une personne qui travaille avec moi là-bas et qui écrit aussi. Et qui connaît mieux en fait la scène littéraire à Montréal, qui est énormément constituée de shows d'open mic, beaucoup. Donc des micros ouverts de poésie dans lesquels tu vas dans un bar, tu t'inscris sur une liste ou pas, des fois c'est à qui se présente, et tu lis ton truc. Et j'aimais bien, mais je crois que j'aime bien je commence de plus en plus à aimer quelque part la scène. À Montréal, au début que j'étais arrivé, j'essayais de prendre des cours des ateliers d'improvisation. Sauf que je me chiais dessus à chaque fois. Fait que ça a tourné court, tu vois. C'était gratuit, c'était au théâtre Sainte-Catherine. Puis j'arrivais pas à m'insérer là-dedans, mais genre j'avais un petit goût de revanche, tu vois. Et j'ai pu y arriver c'est simplement monter sur scène, c'est cathartique. C'est déjà avoir écrit quelque chose, c'est poser un élément de sa conscience, c'est le rendre beaucoup plus tangible que simplement une pensée. Mais en plus, là, tu vas vraiment genre te faire l'autre étape, c'est-à-dire tu vas pas attendre d'être lu, tu vas aller le délivrer à 50 paires d'oreilles qui t'écoutent dans un bar. Et j'ai remarqué un truc super puissant que sûrement les gens qui font de la scène le connaissent bien, tu vois, c'est que ta parole, si elle circule dans 50 cerveaux en même temps, donc ça fait 2 trajets, ça part de toi, ça va vers les autres, puis ça revient des autres vers toi, et tu te reprends ton émotion, en fait, mais multipliée.
c'est hyper intéressant. Et le premier poème que j'avais lu, il était tiré des carnets de Gigi, qui m'accompagnait d'ailleurs pour cette soirée avec ma collègue. Et c'était un poème d'amour, tu vois. Et j'avais senti, parce qu'à un moment, ça parle de moiteur et cunilingus. Et j'avais senti une espèce de contraction dans la salle, tu vois. Puis ça, c'est l'émotion des gens toutes regroupées ensemble qui te revenaient vers toi, tu vois. Et donc, magie de la scène, tu vois. Et une nouvelle porte ouverte, tu vois. C'est comme, est-ce que tu pourrais faire voyager les gens beaucoup plus facilement, de manière intense, par là? Ce qui est justement la motivation principale du projet qu'on a fait ensemble. C'était vraiment à quel point on pourrait amener les gens en balade. N'importe laquelle, mais à quel point, tu vois, on pourrait les faire partir avec nous et vivre cette expérience en commun, ne serait-ce que pour ressentir la magie et le plaisir, tu vois, de le faire et flirter avec son inconscient, encore une fois, tu vois. Retrouver ces pistes-là, réouvrir des tiroirs dans la tête des gens. Jusqu'à quel point ils pourraient songer avec nous. Exactement, le songe commun. C'est que c'est les aborigènes qui disent que nous rêvons la réalité, on la rêve et on la rêve en commun, ce qui la rend tangible et fort, un truc comme ça. En tout cas. Donc ouais. Pendant longtemps, avec mon frère, je voulais ce projet-là. Parce que mon frère, il a un duo musical et il est producteur. Son groupe s'appelle Cain et Mucci. Son duo, celle qui l'accompagne, c'est une Marocaine qui chante, puis lui il place des énormes plages un peu distordues musicales et tout. Et j'étais là, j'étais genre vas-y, fais un truc avec moi, même à distance ça marchera et tout. Et il m'avait jamais donné suite. Et le plus étrange dans la vie, tu vois, c'est que tu lui ressembles presque. Ah. Et tu es apparu en me proposant ça. Et j'étais comme genre voilà, c'est comme le destin et tu prends une bille puis en fait elle est rouge mais en fait on t'envoie la même bille mais verte puis c'est bon, tu vois, ça cale, c'est ok. Donc voilà, avec beaucoup d'enthousiasme je me suis lancé dans ce projet. Pour ce qui est de la littérature et des autres projets, je sais pas si c'est un truc d'ego, mais tous les gens qui écrivent ils essayent de sortir un premier roman. C'est c'est une expérience de vie, je pense, surtout le premier, et arriver à le mettre à terme, c'est accoucher. Je commence à avoir des douleurs d'être rond là, d'être trop gros. Parce que là, on en est à 130 pages, puis c'est pas un projet qui peut aller sur du 300-400 pages et plus. C'est fait pour être petit. C'est de l'autofiction. C'est le récit d'un jeune Français qui arrive à Montréal et qui voit la culture québécoise par ses yeux. Et finalement, c'était ça le projet de base, mais je me vois qu'il est en train de faire une espèce de mouvement. Parce qu'il décrit une bascule entre le fait d'être étudiant et le fait de devenir travailleur. Et il se passe un truc particulier pour tout le monde à ce moment-là. Donc ça se passe pour lui étant Ernest, mon personnage. Et il y a aussi un mouvement qui s'est créé parce que quand je suis arrivé à Montréal, j'étais étudiant et j'étais vachement dans la découverte de l'extérieur. Puis les récentes... comment on pourrait dire, expériences de ma vie ont été plus intenses, douloureuses et avec un épisode dépressif. Donc il y a un mouvement qui part de l'extérieur et qui revient vers l'intérieur. Puis ça fait le truc. Et je pense que c'est ça qui va boucler la boucle. Là, je suis en train d'écrire le dernier chapitre qui s'appelle l'éboulement, l'avant-dernier. Et l'éboulement, c'est moi qui m'éboule, genre. Et je pense que, donc du coup, c'était les périodes de février qui étaient compliquées. Et je pense que c'est comme une espèce de post-conséquence de la pandémie, plus plein de choses liées. Je parlais aussi des cycles de la perte d'identité. On a retrouvé ça. Je parlais aussi d'essayer de terminer un cycle avec les excès. C'est lié à ça. Et là, j'essaye de prendre terminer un roman, terminer un cycle, terminer un autre cycle en même temps. Puis j'essaye de boucler ça. Il y a du temps sur la planche. Ben ouais, mais aussi, il y a comme une convergence du moment, des conditions pour que là, c'est bon, tu vois, je sens le moment, tu vois. Et là, je pense qu'enfin, je vais devenir un adulte. Ça pourrait être la fin. Ça pourrait être la fin. Ouais. Mais avant Ouais. La toute fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous partager ? Tu as déjà partagé beaucoup de toi, mais tu as cité quelques auteurs. Est-ce que tu as
On a effleuré les films. Mhm. J'aurais bien aimé qu'on continue. On pourra peut-être faire un autre podcast plus tard. Mais ouais, est-ce qu'il y a un film, une musique, un groupe, un livre, un auteur? Alors. Parce qu'on est à Montréal. Et donc, à Montréal, tu feras comme les Montréalais, comme dit le proverbe. Donc, il y a le plus grand, un des plus gigantesques artistes qu'a produit Montréal, c'est Leonard Cohen, selon moi. Ça va très bien avec l'automne. Ces derniers albums, là, où il chante avec sa voix toute grave et c'est tout... ça a une atmosphère de messe, là. Mais il y a quelque chose qui décrit l'atmosphère de Montréal avec les yeux et l'angle hyper particulier de Leonard Cohen, qui s'appelle Les Perdants Magnifiques. Je trouve que la culture québécoise, et je dis ça avec énormément d'admiration, c'est des perdants magnifiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été perdu chez eux, que ce soit la guerre, etc., mais qui a amené tout un état d'esprit tellement beau et particulier et poétique qui se retrouve dans ce livre-là, qui est quand même particulier, un peu dérangeant, mais il y a Montréal étant un énorme coup de cœur pour moi et ayant un ADN ultra particulier, eh ben, il a réussi à en greffer quelque chose dans son livre et ça se lit très, très, très bien ici. Donc, ce serait vraiment celui-là. Ouais. Super. Leonard Cohen. Et aussi, dans mon roman, je parle tout le temps de la fresque de Leonard Cohen qui fait, je pense qu'elle fait un petit 9 mètres de haut, tu vois. Elle est visible à mort depuis le Mont-Royal, mais elle est visible dans plein de points de la ville. Et à chaque fois que je passe devant la fresque, en vélo, à pied, en voiture et tout, je me tapote le cœur comme ça. Parce que sur l'image, il est en train de se tenir le cœur comme ça. C'est devenu un rituel. C'est un truc, c'est un repère. Littéraire, spatial, émotionnel. Donc, encore un repère. Cohen. Ouais. Un autre. Eh bien, merci beaucoup, Quentin. Ça fait plaisir. Excellente continuation. Je me suis beaucoup livré. Merci beaucoup pour ça. Bah, bon dodo. Merci. Ok. Ah, bye.